Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et pour ceux qui nous regardent via YouTube, vous voyez que je suis accompagné comme à l'habitude par Marc-André Chaloux. Marc-André, c'est le survol, notre 8e et dernier survol de division. On va s'attaquer à la section nord de l'Association nationale pour terminer tout ça en beauté, notre avant-goût de la saison 2025. La division potentiellement la plus compétitive de 2024, Didier, alors que 3 formations ont participé aux éliminatoires, les Mhm. Lions, les Vikings et les Packers. Si on regarde un peu le classement 2024 de cette division-là, on a les Lions qui ont terminé au premier rang avec une fiche de 15-2, c'est assez impressionnant. Les Vikings au deuxième rang avec une fiche de 14-3. Ça, je pense qu'ils ont pris un peu tout le monde par surprise, là, les Vikings l'année dernière avec Sam Darnold au poste de quart. Les Packers en troisième place avec une fiche de 11-6 et les Bears ont fermé la marche avec une fiche de 5-12. Pourquoi d'ailleurs que les Bears, là, on a décidé d'investir dans notre poste d'entraîneur-chef. On verra ce que Ben Johnson va faire cette année avec les Bears, mais oui, c'est une division assez compétitive, merci. Ou ça l'était du moins en 2024. Je pense que ça va être une division autant compétitive en 2025. Les Bears, imagine-toi, si je me souviens bien, ils avaient commencé la saison dernière avec une fiche de 4 victoires et 2 défaites. Et puis, là, après ça, ça a été la débandade totale sous Matt Eberflus. On a l'occasion de parler des Bears avec un invité. Je vais garder le suspense un peu. Étant donné qu'on va commencer avec l'équipe rivale, les grands rivaux des Bears de Chicago, il s'agit des Packers de Green Bay, bien sûr, dirigés par Matt Lafleur. Et puis, on a perdu quelques morceaux du côté des Packers. Il faut dire que les Packers, depuis 2 ans, Marc-André, sont la formation la plus jeune de la NFL. Mais on a quand même perdu quelques vétérans au cours de la saison morte. Ouais, je pense que la perte la plus notable ou la plus grande perte, la plus importante du côté des Packers, c'est celle de Jaire Alexander. Mais veut pas, c'était le visage de la défense de l'équipe, selon moi, au cours des dernières années. Les autres, c'est pas si pire, là. A.J. Dillon n'a jamais vraiment euh, livré la marchandise ou on n'a jamais vraiment répondu aux attentes qu'on s'était fondées envers lui. Et dans les acquisitions, je pense que l'acquisition la plus importante, c'est celle du receveur Matthew Golden via le repêchage de cette année. Oui, et puis également le garde Aaron Banks, qu'on a acquis via le marché des joueurs autonomes, ancien des 49ers de San Francisco. On tentait d'améliorer l'intérieur de notre ligne à l'attaque. Jerry Alexander, tu le sais, hein, il était constamment blessé lors des Mhm. dernières années. Écoute, je crois qu'il a raté près de la moitié des matchs. Oui, il est très talentueux en tant que demi-coin. C'est un des meilleurs demi-coins de la NFL, possiblement. Mais écoute, lorsque tu rates des matchs continuellement, c'est ça, là, l'équipe peut pas se fier à toi. Alors, on va avoir l'occasion de parler justement du trou qu'il laisse tout de même au niveau de la tertiaire des Packers de Green Bay un peu plus tard lorsqu'on va parler de l'unité défensive. Mais écoute, j'ai invité les gens via nos réseaux sociaux à nous envoyer des questions concernant la section nord de l'Association nationale. Et encore une fois, les gens ont répondu à l'appel en nous envoyant plusieurs questions. Exactement, et on va commencer par l'attaque. Et qui dit attaque des Packers, ben dit Jordan Love. Et on a une question de Véro Mm. Boutin via Instagram qui nous demande Jordan Love pourra-t-il éviter des interceptions de crampes au cerveau, comme le décrit souvent Didier? Vous croyez qu'il a atteint la limite de son talent ou, j'en ajoute, ou vous pensez qu'il peut passer à un niveau supérieur? C'est un peu ce qu'elle nous demande, Didier. Alors, Jordan Love, est-ce qu'il a atteint la limite? Est-ce qu'il a atteint son plein potentiel? Écoute, ça, c'est une question que je me pose souvent lorsque je regarde jouer à Jordan Love. Il y a deux choses, toutefois, qu'il faut garder en mémoire. Bon, l'année dernière, il a été ennuyé par des blessures tout au long de la saison. Souviens-toi, les Packers avaient commencé la saison régulière contre ton équipe, les Eagles de Philadelphie. Puis, oui, il avait joué tout le match, mais il s'était blessé en fin de Au rencontre à Brésil? un genou. Ouais, au Brésil, ben oui. Puis là, il a traîné d'autres blessures tout au long de la saison. Là, au camp d'entraînement, il s'est blessé au pouce de la main gauche. Heureusement, c'est un carrière droitier. Mais une chose qu'il faut se rappeler dans le cas de Jordan Love, je ne veux pas être trop sévère envers lui, mais c'est juste sa deuxième année à titre de carrière partant l'année dernière. Tu vas me dire que ça fait un bout de temps là, qu'il est dans la NFL, qu'il était le réserviste d'Aaron Rodgers pendant quoi, 2, 3 saisons. Mais quand même, tu sais, lorsque tu joues après ta première année comme carrière partant, les défenses adverses vont s'ajuster à toi. Mais moi, j'ai besoin de voir là, cette année, ça va être la troisième année de Jordan Love en tant que carrière partant. Là, il n'y a plus d'excuses. OK? Premièrement, il doit rester en santé, doit éviter les blessures, mais j'ai besoin de voir des performances constantes de la part de Jordan Love. Parce que d'une semaine à l'autre,
on ne sait pas à quoi s'attendre de sa part. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, mais pas juste ça, même à l'intérieur des matchs. Des fois, il va en arracher en première demi, puis là, en deuxième demi, écoute, il est pratiquement parfait. D'autres fois, c'est l'inverse. Donc, la constance, c'est ça que j'ai besoin de voir de la part de Jason Maas, de Jordan Love, parce que Jason Maas, voici mon lien avec Jason Maas, parce que Jason Maas, il y a une chose qu'il nous répète régulièrement lorsqu'on lui demande d'évaluer ses carrières. La chose première qu'il veut voir de la part de ses carrières, c'est comme ça que ce soit dans la Ligue canadienne de football ou dans la NFL, c'est la constance. Les entraîneurs ont besoin de savoir quel genre de performance qu'un joueur va leur donner semaine après semaine. C'est comme ça dans toutes les positions. Mais dans le cas de Jordan Love, il y a un grand manque de constance au niveau de ses performances. Le talent physique est là. Tu sais, il a un bon bras, il est rapide, il a un bon gabarit, il est mobile et tout. Mais de semaine en semaine, j'ai aucune idée de la performance qu'il va offrir. Alors moi, c'est ce que je veux voir cette année. Là, il n'y a plus d'excuses, étant donné que ça va être sa troisième saison à titre de carrière partant. Je suis entièrement d'accord avec toi, Didier, mais faut pas oublier non plus que ses receveurs ne l'ont pas aidé l'année dernière. Jordan Love a complété 63 de ses passes, c'est pas beaucoup, mais les receveurs des Packers ont échappé 33 ballons. 33 ballons. Et personnellement, je me souviens de quelques matchs où un gars comme Dante Munwicks là, avait de la misère à capter des ballons. Je veux dire, oui, Jordan Love a besoin de plus de constance, mais je pense que l'attaque en général a besoin de plus de constance. Et sais-tu quoi, Didier, j'ai une stats d'enfer pour toi. Euh, Ah, je t'écoute, j'aime ça. Brett Favre a remporté son premier Super Bowl. Il avait 27 ans avec les Packers. Aaron Rodgers a remporté le Super Bowl avec les Packers. Il avait quel âge? 27 ans, 27 ans. j'imagine. Et Jordan Love, cette année, il aura quel âge lors de la saison 2025? Ouais, certain que ça va être 27 ans. Voilà, voilà. Bon, ben OK, on va à Vegas. Appelle Vegas, on va parier sur les Packers. On met l'hypothèque sur les Packers, c'est ça que tu es en train de me dire. Est-ce que je suis un bon prophète ou un prophète de malheur? Mais voilà, je dis tout, je dis rien, mais je laisse ça en vous, mais ouais. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que Jordan Love peut offrir vraiment, Didier. Puis, si on regarde maintenant la position de porteur de ballon, l'année dernière, Josh Jacobs en était à sa première saison avec les Packers. Une grosse saison de la part de Josh Jacobs, 1329 verges, 15 touchés en 2024. Mais l'affaire avec Josh Jacobs, c'est qu'on va avoir besoin de lui à nouveau cette année là, parce qu'on n'a pas vraiment de compétition. En fait, Marshawn Lloyd était notre plan là, pour avoir de la compétition comme porteur-ballon numéro 2 également, mais encore une fois, il se retrouve sur la touche. De la misère à être sur le terrain, n'est pas épargné par les blessures là, au cours des deux premières années de sa carrière. Donc, j'ai bien hâte de voir. Et Josh Jacobs, Didier, moi, je voulais juste revenir sur sa déclaration qu'il a dit après la saison, comme quoi que les Packers n'avaient pas de receveur numéro 1. Et on a besoin d'un receveur Hmm. numéro 1 du côté des Packers. Et on dirait que la direction des Packers l'a écouté en faisant l'acquisition de Matthew Golden. Et on a une question d'ailleurs à cet effet au niveau du groupe de receveurs des Packers, Didier, de Thomas Frigon, via Instagram, qui nous demande qui sera le meilleur receveur des Packers selon vous? Ce joueur est-il un vrai receveur numéro 1 dans la NFL? On a repêché Matthew Golden pour être un receveur numéro 1, en tout cas comme choix de première ronde. On le fait jamais du côté des Packers. Est-ce que Matthew Golden est la solution au poste de receveur chez les Packers? Golden est devenu le premier receveur repêché en première ronde par les Packers depuis 2002. OK? C'était Javon Walker, le dernier receveur que les Packers avaient repêché en première ronde. Mais une chose de Matt Lafleur, c'est qu'il veut courir avec le ballon. OK? Depuis qu'il est entraîneur-chef des Packers de Green Bay, généralement, on a une attaque équilibrée. Même à l'époque, lorsque Aaron Rodgers était là, il veut courir avec le ballon. Mais pour répondre à la question, Golden va être un receveur recru. Est-ce qu'on peut s'attendre de lui d'une production d'un receveur numéro 1? Personnellement, je ne crois pas. Moi, j'ai bien hâte de voir ça, Matthew Golden. Oui, il a réussi un excellent chrono aux 40 verges lors du camp d'évaluation de la NFL, lors du fameux Combine, mais je ne sais pas. J'ai des réserves face à ça. De croire que Matthew Golden sera réellement un receveur numéro 1. Est-ce qu'il va être le receveur qui va dicter la couverture des équipes adverses? Est-ce qu'il va être le receveur qui va faire en sorte que les coordinateurs défensifs, dès qu'ils vont commencer leur semaine de préparation, ils vont se dire, ouf, là, on a tout un défi. Là. On va affronter Matthew Golden. Il faut planifier ça. On va devoir le doubler. Parce que pour moi, c'est ça la définition d'un receveur numéro 1. Donc, pour moi, c'est un point d'interrogation, Matthew Golden.
afin de remplir ce rôle. Je ne doute pas qu'il va devenir un bon receveur, mais des bons receveurs au cours des années, on en a eu du côté des Packers. Mais avoir un vrai receveur numéro un, lorsque tu en repêches un en première ronde, tu t'attends à ce qu'il devienne ton homme, là, ton receveur numéro un. Puis je ne suis pas convaincu que Matthew Golden sera en mesure de jouer ce rôle-là dès cette saison. Il est rapide, mais est-ce qu'il a le physique de l'emploi pour être le receveur qu'on dit un X là, dans une formation de la NFL? Il n'a pas le physique de Christian Watson, si tu veux mon avis. Il n'a pas le physique de Romeo Dobbs. Moi aussi, j'ai de la difficulté à voir Matthew Golden comme receveur numéro un. Mais écoute, je veux dire, les Packers ont un plan. Ils adorent clairement Matthew Golden. Il connaît un très bon camp d'entraînement aussi, Matthew Golden. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que peut-être qu'on va voir plus de ballons du côté de Tucker Craft, l'ailier rapproché, qui lui a un physique assez imposant. Puis justement, moi, avec le repêchage de Matthew Golden, moi, ça me dit qu'on veut tenter de passer davantage avec le ballon, justement, de ne pas toujours s'en remettre à Josh Jacobs, qui mine de rien, commence à prendre du millage là, dans la NFL. Mais est-ce qu'on va y réussir? C'est ça la grande question pour moi, pour l'attaque des Packers. Ouais, parce que Christian Watson, premièrement, quand est-ce qu'il va revenir au jeu? Ouais. À moins que je me trompe, là, il devrait rater, bon, le début de la saison. Puis là, lui, il commence à accumuler les graves blessures aux jambes, là. C'est constamment aux jambes. Avant, c'était ses ischio-jambiers, là, une blessure à un genou. Puis on sait, sa carte de visite, c'est la rapidité, la vitesse. Alors là, est-ce qu'il va même être le même joueur? Est-ce qu'on peut se fier à lui en raison des nombreuses blessures qu'il a subies depuis le début de sa carrière? Je crois que non. Il faut planifier comme s'il ne sera pas là, puis s'il est en mesure de jouer éventuellement cette saison. Ça sera juste un boni à la position de receveur de passe de Green Bay. Tout va revenir sur Jordan Love si on termine sur l'attaque parce qu'on a une ligne offensive excellente aussi du côté des Packers. Donc vraiment, là, c'est vraiment le jeu de Jordan Love, je pense, qui va dicter l'allure de la saison des Packers, selon moi, en attaque. Ouais, ben, c'est toujours le cas, hein, la position carrière. C'est pour ça que c'est la position la plus importante au football. Mais j'ai hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça. Parce que le talent est là. Le talent de Jordan Love est Mhm. indéniable, là. Mais est-ce qu'il peut être constant, comme on en a parlé tout à l'heure? Ça reste à voir, parce que depuis le début de sa carrière, ben, justement, il n'a jamais été constant. Effectivement, effectivement. Si on regarde maintenant la défense, Didier, on en a parlé un peu en ouverture. Jair Alexander, le départ, ça laisse un trou béant dans la tertiaire. On a quand même une bonne défense, là. On a des bons joueurs en défense du côté des Packers, mais si on a un point d'interrogation, c'est justement la position, dans la tertiaire, la position de demi de coin. Que le départ de Jair Alexander, écoute, il va falloir qu'il y ait d'autres joueurs là, qui prennent des bouchées doubles ou qui élèvent leur jeu d'un cran. Ouais, Keyshawn Nixon est le demi de coin qui a le plus d'expérience du côté des Packers, mais avant, il jouait à la position de demi de coin intérieur, à la position de nickel. Alors, moi, j'ai hâte de voir qui va jouer à son opposé, parce que, bon, comme tu viens de dire, la perte de Jair Alexander, ça laisse un trou du côté de la défense des Packers de Green Bay. Puis, quand tu regardes le front de la défense des Packers, tu n'as pas un chasseur de quart dominant. Tu sais, il y a quelques années, on a repêché Van Ness, mais bon, ça laisse à désirer ses performances en termes de production. Donc, oui, la défense des Packers, elle est bonne. Écoute, ça a été bénéfique, là, le changement de coordonnateur qu'on a eu avant il y a 2 ans, là, avant le début de la saison 2024. Mais est-ce qu'on a réellement un joueur d'impact dans le front de la défense des Packers? En termes de chasseur de quart, je trouve que ça laisse à désirer. Tu sais, je parlais d'un receveur numéro un qui force ses coordinateurs défensifs à avoir un plan de match pour contrer ce receveur-là. Ben, c'est la même chose. Lorsque tu as un joueur dominant au sein de ton front, ben là, les coordinateurs à l'attaque doivent se préparer en fonction de ce joueur-là, qui a le potentiel de bousiller ton plan de match à toutes les semaines. Je trouve qu'on n'a pas ça du côté des Packers, mais la tertiaire, il n'y a aucun doute qu'elle sera surveillée à la position de demi-coin, comme tu l'as dit. Et ce qui est intéressant, ce qui est intriguant, c'est qu'on semble être satisfait de notre front défensif du côté des Packers. On n'a pas adressé la position, la ligne défensive avant le jour 3 du repêchage en 2025, oui, cette année. Donc, on va vraiment y aller, tu en as parlé, avec Van Ness, avec Rashawn Gary, avec Kenny Clark, Devontae Wyatt. Donc, on est vraiment satisfait. On semble dire qu'on a les bons joueurs, on est satisfait de notre ligne, on pense qu'on va aller à la guerre avec ça, Didier. Reste à voir maintenant si les joueurs vont répondre aux attentes et vont livrer la marchande. Oui, parce que l'année dernière, les Packers ont été au troisième rang de la NFL au chapitre des revirements provoqués. On en a provoqué 31, Marc-André. Ça, c'est excellent.
mais provoquer autant de revirements, tu peux pas te fier à ça année après année, là. C'est rare que tu as des défenses qui terminent à tous les ans dans le top 5 en termes de revirements provoqués. Bon, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, il y avait les Bears de Chicago avec Peanut Tillman, notamment Brian Urlacher. Sous Lovie Smith, on mettait beaucoup d'emphase sur provoquer des revirements. Donc là, ça a fonctionné l'année dernière du côté des Packers, mais je ne crois pas que c'est quelque chose sur lequel tu peux te fier à tous les ans. Donc, si on n'est pas en mesure de provoquer autant de revirements que l'année dernière, là, notamment le maraudeur, là, l'ancien des Giants de New York, là, dont le nom m'échappe, là, aide-moi, là, qui a connu toute une saison l'année dernière à sa première campagne dans l'uniforme des Packers Euh, de Green Bay. Xavier, ah, son nom de famille m'échappe, mais en tout McKinney. cas, je vais aller chercher tout à l'heure. Oui, Xavier McKinney, c'est ça exactement. Est-ce que tu peux te fier à autant de revirements pour la saison 2025? Est-ce que ça va arriver? Si la réponse est non, si on n'est pas en mesure de provoquer autant de revirements, là, si Xavier McKinney et compagnie ne sont pas en mesure de le faire, bien là, justement, cette tertiaire-là pourrait être exposée du côté de Green Bay. Donc, ça va être quelque chose qu'on va devoir garder Mhm. en tête pour la saison qui s'en vient du côté des Packers. Si on regarde maintenant le total de victoires, le fameux over-under en anglais, qui est à 9,5, donc 9 victoires et demie Hmm. pour les Packers. Didier, qu'est-ce que tu en penses? Plus ou moins? On a du succès hein, depuis que Matt LaFleur est l'entraîneur-chef des Packers en saison régulière. On a généralement du succès. Donc, je vais y aller pour 63, plus. 67-33, la fiche de Matt Lafleur en saison régulière. Ouais, c'est un des meilleurs débuts de carrière dans toute l'histoire de la NFL, là. Son pourcentage de victoires en saison Mhm. régulière pour un début de carrière, c'est un des meilleurs. Je pense que c'est même dans le top 3 ou dans le top 5 assurément, là. C'est vraiment phénoménal. Donc, à cause de ça, je vais dire plus, au moins 10 victoires pour les Packers. Je pourrais voir facilement Green Bay. J'ai pas de difficulté à m'imaginer les Packers terminer avec une fiche de 10 victoires et 7 défaites. Mais comme on vient d'en discuter, il y a certains points d'interrogation du côté des Packers. Soit tu vois ça comment au niveau de l'over-under des Packers? Je pense que si les Packers veulent atteindre disons le plateau des 10 victoires cette saison pour une deuxième année de suite, il va falloir être meilleur contre le reste de la division Nord. L'année passée, une fiche seulement de Hmm. 1-5, donc une victoire en 6 matchs contre nos rivaux de la division Nord. Donc, il va falloir améliorer cette statistique-là parce que si on pense que les Bears se sont améliorés, que les Lions sont toujours au sommet, que les Vikings vont être aussi bons, ça va être serré. Je trouve que 9,5, c'est beaucoup, mais je vais dire plus moi aussi. Ouais, tu donnes le bénéfice du doute à Matt Lafleur en saison Exact, régulière. exact, Ouais. exact, exact. Absolument. Parfait. Ben écoute, Marc-André, en termes de fantasy football maintenant, ça a l'air de quoi les Packers? C'est notre expert fantasy football. On vient d'en parler en long et en large. Jordan Love. On veut voir de la constance de sa part, mais généralement, il demeure quand même un carrière productif en termes de fantasy football, si je ne me trompe pas. Le quart numéro 5, là, 2 ans, en 2023, ça a été plus difficile en 2024. Le quart numéro 18, parce qu'il a Hmm. été blessé. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Sauf que lors des semaines 4 à 7, lorsqu'il était en parfaite santé, ou en fait, il était moins blessé, je ne sais pas à quel point il était blessé, Moins mais il y a quand magané. même une moyenne de 23 points fantasy lors de ces 4 semaines-là. Donc, est-ce que c'était ça le vrai Jordan Love? Ça reste à voir, mais c'est un choix quand même, populaire en ce moment comme un joueur qui pourrait rebondir, Jordan Love, s'il est en santé. Il vient d'être opéré à un doigt aussi, là, c'est jamais bon signe quand un gars aussi Mhm. est opéré à un doigt, durant l'entre-saison. On dit qu'il va être prêt pour le match pour la semaine numéro 1, mais ça reste à voir. Bref, Jordan Love en ce moment, c'est un corps que vous pouvez repêcher là, qui est dans une ligue à 12 équipes, il est repêché. Il peut se retrouver sur votre fil de joueur autonome même. C'est d'un quart 12-13. Ouais, c'est un candidat à rebondir. Là, puis j'aime bien la perspective. Vous en avez parlé il y a une couple de semaines. J'aime bien la perspective de Jordan Love parce que je pense justement qu'avec l'acquisition de Matthew Golden, on va essayer, on va tenter du moins de passer davantage là, du côté des Packers. Bon, tout à l'heure, tu as mentionné le nom de Josh Jacobs. Est-ce que là, il va commencer là, à être sur la pente descendante de sa carrière? Là? Lui, qui est très productif depuis que les Raiders ont sélectionné en première ronde. J'adore Josh Jacobs. Pourquoi? Même s'il commence à vieillir, on va dire ça comme ça, parce que en fantasy, on cherche vraiment des joueurs qui ont le champ arrière de leur équipe à eux seuls, disons. Un gars comme Josh Jacobs, un gars comme Jonathan Taylor,
il n'y a pas vraiment de compétition là, en arrière. Il y a des bons joueurs peut-être, mais ils ne sont pas en danger de perdre leur poste. Donc pour moi, Josh Jacobs, comme porteur de ballon numéro 7, c'est un choix de deuxième ronde, milieu de deuxième ronde. Je le trouve très intéressant. L'année dernière, on l'a usé à la corde, le bon Josh Jacobs. Moyenne de 20 points fantasy par match à partir de la semaine numéro 8. Donc oui, Josh Jacobs, pour moi, est un choix vraiment intéressant en deuxième ronde. Ouais, je me souviens qu'il y avait un match où Malik Willis était carrière partant parce que justement Jordan Love était blessé. Puis comme tu l'as dit, on avait utilisé le jeu au sol et Jacobs énormément. Alors peut-être qu'il va y avoir, oui, justement une baisse de régime de son côté. Comme tu l'as dit, la sélection de Matthew Golden, ça indique peut-être qu'on aimerait passer davantage de ballon du côté des Packers. Alors justement, la recrue, là, Matthew Golden, un produit de l'Université Texas, un marchand de vitesse. Tu t'attends à quoi là, en termes de production pour ses propriétaires au niveau du fantasy football? Mon cœur commence à se réchauffer fantasy football pour Matthew Golden. Il est le receveur numéro 43, choix du 8e ronde en ce moment. Il connaît un excellent camp et surtout des receveurs autour de lui. Jaden Reed, aux dernières nouvelles, il avait encore un plâtre ou bref, il était encore sur les lignes de côté, il ne s'est pas entraîné du camp d'entraînement. Christian Watson, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir au jeu. On a Romeo Doubs, qui avait des rumeurs même d'échange à l'endroit de Romeo Doubs dernièrement. Dans le Tavian Wicks, on a un groupe de receveurs quand même. On la force du nombre, comme on dit, mais je pense que Matthew Golden euh, peut ressortir du lot assez facilement. On disait qu'il était le receveur le plus rapide du dernier repêchage, mais est-ce qu'il est vraiment est-ce qu'il peut être le receveur numéro 1 des Packers? On en a parlé. En termes fantasy football, j'ai bien hâte de voir comment on va l'utiliser, très sincèrement. Je ne pense pas qu'il a la carrure d'un receveur, comme je le disais, d'un receveur X, d'un Nico Collins, un Jamar Chase, là, des gros receveurs de passe. Est-ce qu'un receveur de cette stature-là peut être payant? On a vu Amon-Ra St. Brown quand même connaître du succès au niveau fantasy avec ce genre de gabarit-là, mais Amon-Ra St. Brown reçoit beaucoup de ballons dirigés vers lui. Est-ce que Matthew Golden va Ouais. avoir Puis les autant robustes en plus, hein? en plus? Mais est-ce qu'il va avoir Ouais. une aussi grande charge de travail? Je pense qu'on va s'en remettre quand même à Josh Jacobs, malheureusement. Donc, j'ai hâte de voir. Mais oui, en 8e ronde, Matthew Golden, pour les poules de type dynastie, là, qu'on garde, c'est un excellent choix. Ou des poules de type keeper, il peut s'avérer un bon choix si vraiment. Mais je pense que va falloir vraiment voir l'attaque de nos yeux vus là, lors de la semaine numéro 1, à savoir si Matthew Golden peut être l'homme de la situation. Ouais, Monroe St. C'est un Brown, moi peu je, flou je dans ma tête. l'adore. Là. Ah non, 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 ça avait du bon sens, ça avait du bon sens. Mais c'est ça, le cabaret similaire à Monroe St. Brown, mais St. Brown joue tellement avec beaucoup de détermination, puis un niveau de hargne quand même à la Mhm. position de receveur de passe, plutôt que c'est peut-être ça que je devrais utiliser plutôt que robustesse. Mais juste bon, Monroe St. Brown, il est spécial. Mais en tout cas, on va voir si Matthew Golden pourra connaître une carrière similaire en termes de production. Bon, on va maintenant se tourner du côté des Bears de Chicago. Comme je vous ai dit au début de l'épisode, j'ai eu un entretien avec un invité, Kevin Raphaël. Kevin Raphaël, qui est un grand fan des Bears de Chicago. Donc, ça veut dire qu'il a plusieurs cicatrices en tant que partisan des Bears. Parce que depuis la saison 2006 où Chicago avait participé au Super Bowl, c'est vraiment difficile à Chicago. Mais il a confiance à Caleb Williams. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, ben, je vous invite à écouter ou à regarder la conversation que j'ai eue au sujet des Bears avec Kevin Raphaël. Kevin, avant de parler de la saison morte des Bears de Chicago, tout d'abord, depuis quand tu es un partisan des Bears? Dis-moi comment tu as commencé à être un partisan des Bears, parce que bien honnêtement, à moins là, que tu me dis que tu te souviens du Super Bowl de 1985, il n'y a Wow! pas vraiment de raison pour être un partisan des Bears. Il y a eu des bonnes équipes avec Ouais. de très bonnes défenses, mais c'est pas du côté de l'attaque. En tout cas, c'est pas la position de carrière qui t'a fait devenir un Oh partisan de non. Chicago. Là. Moi, je te dirais, c'est Devin Hester, Super Bowl 2006, first kick of the game. Je suis assis, j'écoute le match, aucun parti pris. Devin Hester gets the ball, gone. Puis à ce moment-là, j'avais pas encore d'équipe, j'ai fait, ça c'est mon équipe. I don't care. Ça c'est mon équipe. Non, ça jusqu'à ce jour-là, c'est un moment spécial pour moi. Puis j'aime la misère parce que j'ai passé à travers Jay Cutler, j'ai passé à travers Rex Grossman, j'ai passé à travers c'est qui qu'on avait avant Caleb. Là. En fait, moi j'aimais Justin Fields. Je pense que Justin Fields va exploser cette année. Mais puis là, on a Caleb qui pour moi, j'ai aucune confiance. Donc, non, c'est tough.
Ah, écoute, ouais, le Super Bowl là, que tu fais référence contre les Colts d'Indianapolis, le retour de beauté de Devin Hester, tu sais, Wow. premier jeu du match, ça reste un de mes moments favoris de tous les Super Bowls. Parce que je sais pas si tu Mhm. te souviens, probablement la saison incroyable qu'il avait connue, là, tu sais, il avait établi plein de records pour les retours de beauté pour détoucher cette année-là. Mais toute la semaine, en fait, les 2 semaines, là, il y avait une pause, là, il y a toujours une semaine de congé avant le Super Bowl. On se disait, hey, t'imagines-tu si Devin Hester retourne le botté d'envoi, dès le Mm. début de la rencontre pour retoucher. On n'arrêtait pas d'en parler, puis on se disait, ben, tu sais, les coachs sont pas stupides, ils vont pas lui botter le ballon, ça arrivera pas. Puis là, les coachs ont été arrogants, ça a été une erreur de Tony Dungy, il a botté le ballon, puis il l'a retourné pour retoucher, c'était incroyable. Puis tu sais, ce genre, puis tu sais, je pense que c'est un peu la même arrogance que quand Percy Harvin a retourné le sien. Mais tu sais, tu te dis, c'est Super Bowl. Là. Hey, Mhm. tout le monde est on point, tout le monde connaît ses trucs, tout le monde. Là, le patinet a pris le ballon, pep, gone. Même aucune hésitation. Puis, tu sais, si un jour j'ai la chance de parler à Devin Hester, j'aimerais faire le genre de play-by-play de pas quand il a retourné le ballon. Avant que le ballon arrive, quand le ballon est dans les airs, quand le ballon est dans ses mains, puis quand il fait son first step. Parce qu'avec son first step, avec la confiance qui est partie, il savait qu'il était gone. Ah ouais, c'est quelque chose. En tout cas, pour les gens peut-être qui sont trop jeunes pour se rappeler de ce Super Bowl-là, allez sur YouTube, puis regardez le retour Mhm. de beauté d'envoi de Devin Hester au Super Bowl. Puis tu sais, à cette époque-là, les caméras avaient encore des flashs. Là, tu voyais tous les flashs. Tu sais, le match était en soirée. C'est Miami, si je me souviens bien. En tout cas, c'est vraiment Ah. incroyable. Mais ça, c'est le passé. Lorsque les Bears s'étaient rendus au Super Bowl avec une défense tout à fait dominante, les unités spéciales avec Esther, on vient d'en parler, Brian Urlacher et compagnie. On mentionnera pas le nom de Rex Grossman, même si tu l'as déjà fait, il Ah. n'avait pas fait grand-chose Ah. pour Lance leur Briggs, permettre on de met se pas rendre à assez ce de love. match-là. Lance Briggs, Peanut Comment? Tillman, ça c'était mes dogs. Lance Briggs, Ouais, Peanut ouais, ouais, Tillman, Charles ça c'était mes Tillman, gars, ouais. ça. Ouais, non, non, mais c'est ça qui est incroyable, c'est la défense qu'ils avaient, jumelée aux Mhm. unités spéciales, là, ouais. Non, non, je te comprends qu'ils sont venus, je peux comprendre pourquoi ils sont venus chercher ton cœur, les partisans l'équipe des Bears, cette édition-là des Bears. Mais là, on va vivre dans le présent, Mhm. 2025, la saison des Bears s'en vient, il y a eu beaucoup de changements, énormément Ouais, de changements du côté de l'organisation. On a préparé un tableau qui va mettre en évidence les départs notables, les nouveaux venus notables. Bon, Keenan Allen n'est plus là, Gerald Everett non plus, mais j'aimerais ça qu'on s'attarde aux nouveaux venus, ben Kevin, oui. parce qu'on a complètement remodelé la ligne à l'attaque. Tu sais, on le voit, Mhm. Jonah Jackson, anciennement des Rams, Joe Tooney, anciennement des Chiefs. Tooney, là, qui était pris à jouer à la position de bloqueur à gauche parce que Kansas City n'avait pas de bloqueur l'année dernière. Mais la position de garde, c'est un des meilleurs de la NFL. Je pose la question simplement, là, avec l'ajout de Colston Loveland et les rapprochés choix de Ouais. première ronde. Euh, Est-ce que tu penses qu'on en a fait assez là, afin de mieux entourer Caleb Williams puis surtout de mieux le Ouais. protéger? Moi, comme je te dis, je ne suis pas vendu à Caleb Williams parce que je trouve que Caleb Williams a des issues de lecture et des issues de garder le ballon trop longtemps dans ses mains. Mhm. Ce qui fait en sorte que. Puis après, on se dit, ben, est-ce que c'est parce que la ligne ne tenait pas assez? Il devait courir à gauche puis à droite. C'est toutes des questions que très rapidement durant la saison, on va avoir des réponses. Le fait qu'on a mis l'avant la ligne offensive, les changements sur la ligne offensive, c'est pour moi le meilleur move qu'on pouvait faire parce que défensivement, les Bears sont bons. Défensivement, je ne vois pas beaucoup de faiblesse à cette équipe-là. Depuis que Sweat est arrivé, on est correct. On amène un gars comme Johnson, qui est un gourou offensif, pour qu'on lui permette de faire toutes ses zigs, puis ses zags, puis sa magie. Il y a besoin de temps dans le paquet. C'est ce que Détroit avait. C'est ce que les Bears n'ont pas. Donc, j'ai hâte de voir comment on va être en mesure de gérer cette situation-là. Moi, Loveland, je suis high dessus. Écoute, moi, j'avais dit que je le prenais avant le Patna Penn State. Là, okay? Tyler Warren? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ah Ben oui, oui, ok. ben oui, ben oui. Parce que il y avait des gens Loveland, qui pensaient que Warren allait être le premier, il est rapproché à repêcher. Pourquoi toi tu préférais Loveland? la versatilité de Loveland. Loveland, c'est un. Il a les skills d'un receveur de passe. C'est pas le gars le plus physique, ça, je suis capable de le donner. Mais dans le playbook de Johnson, on n'a pas besoin de gars physique. Le gars qui est à Détroit, c'est quoi son nom dans 87, le Laporta. tight end. Laporta. Laporta, Laporta, c'est pas le ouais. gars le plus physique, Laporta. Là. Laporta, oui, c'est un gros monsieur, mais c'est pas un gros monsieur physique. Il y a une différence. Gronk, c'est un tight end physique.
Travis Kelce, c'est un tight end physique. Mais Laporta, c'est un gars qui aime... le gars à Arizona que j'aime beaucoup, McBride, c'est un tight end physique. Le gars à Las Vegas, qui a besoin d'aller en Turquie pour mettre des cheveux, là. What's his name? Brock Bowers. Bowers, c'est vrai que c'est une recrue, puis il est déjà chauve ou à peu près. Il est en train de perdre ses cheveux déjà. Ouais. Je suis comme tough. Gotta let it go. Il a l'air d'avoir 35 ans. mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir cette versatilité-là avec Loveland. On était dans un système où on a préconisé beaucoup la course. Donc, il va être en mesure de faire du blocage pour la course, etc. Mais là, on va pouvoir voir vraiment toutes ses habilités offensives en termes de recevoir de passe, en termes de trouver les entre-zones, en termes d'aller deep, trouver le seam. C'est toutes des choses qui fait très, très bien Loveland. Donc, moi, j'étais très high dessus. Ouais, puis c'est du côté des Bears, qu'est-ce qu'ils aiment de Loveland, c'est justement à quel point ses mouvements sont fluides. T'sais, il ressemble plus à un receveur de passe que Tyler Warren. Warren est plus imposant physiquement, 6'5", 2'60", puis lui aussi, il est polyvalent, mais à sa façon, d'une façon différente. Mais à quel point, j'aimerais qu'on revienne sur Caleb Williams, oui, avant de parler de Ben Johnson, quoique ça va un peu main dans la main, parce que je suis d'accord avec toi, dans qu'est-ce que tu as dit. Caleb, il a des faiblesses. Puis ces faiblesses-là, ça remonte même à l'époque lorsqu'il était à USC. Parce qu'à USC, il était victime d'un très grand nombre de sacs du cap. On blâmait la ligne à l'attaque des Trojans. Mais une fois qu'il est arrivé avec les Bears, oui, la ligne à l'attaque était pourrie. Moi, j'en avais parlé l'été dernier. À pareille date, l'année dernière, moi, je refusais d'embarquer sur le bandwagon des Bears de Chicago. Puis la raison principale, c'était la ligne à l'attaque. Mais on s'est rendu compte d'une chose qui était vraiment évidente l'année dernière, comme tu l'as dit, Caleb Williams conserve trop longtemps le ballon. Il doit apprendre à s'en débarrasser rapidement parce que ça, il n'aide pas la ligne à l'attaque. C'est comme ça l'année passée, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est comme, là, comme on dit en anglais, le perfect storm. C'est comme la recette parfaite. Caleb qui conserve le ballon trop longtemps, qui court derrière la ligne en essayant d'acheter du temps. Puis là, comme s'il ne réalisait pas que les joueurs de la ligne, ligne défensive de la NFL sont beaucoup plus rapides que ceux que tu affrontes au football universitaire, jumelé à la mauvaise ligne à l'attaque. Le résultat, ça a été 68 sacs pour Caleb Williams la saison dernière. Est-ce que tu as confiance que Ben Johnson va pouvoir, comment je dirais, coacher ça en dehors de lui, là, qui va être en mesure justement de corriger ces mauvaises habitudes-là que Caleb Williams a? Parce que ça part de là, d'abord, avant tout, même avant la ligne à l'attaque. Écoute, moi, mon take là-dessus, c'est, tu sais, au draft, on avait fait un podcast avec les frères Harry Limanan, puis moi, j'avais dit, mon numéro 1, c'est Jaden Daniels, mon numéro 2, c'est J.J. McCarthy, mon numéro 3, c'est Bo Nix. En termes de depth chart de quarterback, c'était ça, that's it. J'avais aucunement Caleb. J'aimais beaucoup Milroy. T'avais Bo Nix avant Caleb? T'avais Bo Nix avant Caleb Williams? Ouais, moi, j'avais Bo Nix avant Caleb Williams. Vraiment? Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait à Oregon avec... Tu sais, oui, on a des skills players à Oregon. Mais si tu regardes le draft, il n'y a pas beaucoup de partenaires d'Oregon qui ont été draftés. Il y avait des bons skills players. Sauf que Bo Nix a cette capacité-là d'aller chercher le meilleur de chaque joueur, même si ce n'est pas les meilleurs dans leur position dans la division, dans les conférences. Si tu regardes Denver... D'élever l'attaque, là, d'élever l'attaque d'une certaine façon au complet. Ouais. Tu regardes Denver, oui, ils ont 14. 14 est incroyable. Okay? Il est incroyable. Par contre, ce qu'il a fait avec les autres, man, il n'y a pas beaucoup de quarterbacks qui auraient pu faire ça. Au contraire, il y a des quarterbacks qui auraient tombé et qui auraient juste lancé le ballon en 14. Fait à Sutton. Fait que, tu sais, moi, j'adore Bo Nix, j'adore le fait qu'il peut courir le ballon. Je trouve qu'il y a comme un swagger aussi à lui. J.J. McCarthy, je pense que les gens vont être saisis. Je pense que vous ne savez pas à quel point J.J. McCarthy est bon. Moi, je l'avais très, très high. Puis en plus, tu lui donnes Addison et puis Jefferson ou whatever, mais Jefferson, come on now. Come on. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère avec Caleb Williams, parce qu'on aurait pu avoir... Moi, je voulais qu'on trade down. C'est aussi simple que ça. Je voulais qu'on trade down, aller chercher des pieces, aller chercher des picks. Puis ben, maintenant qu'on l'a, Ben Johnson va nous démontrer pourquoi c'est un génie. Puis j'espère que Ben Johnson ne va pas avoir la même
maladie, si on veut, que Mike Jones, le patinet de Miami, là, c'est quoi son nom, Mike là? McDaniel? Ouais, Mike McDaniels, mais Mike Jones. J'espère qu'on va pouvoir régler cette affaire. Parce que McDaniels, il est trop proche de ses gars. Il est trop proche en âge de ses gars. C'est un gourou offensif. Ça mais va vu mal que tout le finir monde- à Miami. Ça va mal C'est finir déjà à mal fini. Miami. Là. Déjà, C'est dead. à chaque semaine, tu entends des joueurs qui se plaignent comme quoi que l'atmosphère là-bas, c'est un country club et tout. Question de savoir, c'est ça, parce que Ben Johnson, oui, c'est un génie en attaque. On a vu qu'est-ce qu'il a fait avec l'attaque des Lions de Détroit. Mais il y a une différence entre être un bon coordonnateur et être un bon entraîneur-chef. Ouais. Puis il y a des coachs qui ne sont pas capables de faire la transition parce que c'est deux emplois qui sont complètement différents. Je ne sais pas si tu te souviens de Mike Martz, je remonte à loin. Les grosses équipes des Rams à la fin des années 90, début des années 2000, avec Kurt Warner, Marshall Faulk, Isaac Bruce. Bon, Mike Martz était coordinateur à l'attaque, puis c'était un génie. Mais quand il est devenu entraîneur-chef, c'est pas la même chose. C'était pas du tout la même chose. Donc, du côté de Ben Johnson, c'est ça que j'ai hâte de voir. Oui, c'est ça, t'as beaucoup de choses à... Tu peux pas juste se concentrer sur l'attaque. Tu dois gérer l'équipe au complet. Puis c'est pas juste ça au niveau de la journée des matchs, des stratégies. Mais quand tu es entraîneur, à tous les jours, il y a des gens qui viennent te voir, qui t'appellent, qui cognent à ta porte avec des problèmes. Puis là, il faut que tu gères ces problèmes-là. Ah, il y a un joueur qui a été arrêté. Ah, un joueur en défense est arrivé en retard à une réunion. Ah, si, ça. Fait que c'est constamment de la gestion de problèmes aussi. Donc, c'est ça, écoute, tant aussi longtemps qu'il ne va pas avoir commencé à coacher en tant qu'entraîneur-chef, on n'aura pas la réponse là-dessus. Mais juste pour en revenir à Caleb Williams, tu parlais de J.J. McCarthy, on va voir ce que ça va donner du côté de J.J. McCarthy au Minnesota, mais il arrive vraiment dans un environnement parfait. C'est une très bonne équipe. Tu as mentionné Justin Jefferson. En plus de ça, il mise sur un gourou des carrières comme entraîneur-chef en Kevin O'Connell. Fait qu'on va voir ce que ça va donner, mais le talent physique est là. Les outils sont là. Mais je pense que ces outils sont là également du côté de Caleb Williams. Puis, réellement, il n'était pas bien entouré. On vient de parler, bon, il doit prendre une partie du blâme aussi, mais je ne sais pas si tu as vu l'article qui était sorti au printemps, comme quoi que les Bears, c'est pas juste qu'ils n'avaient pas bien entouré Caleb Williams sur le terrain avec la ligne d'attaque notamment, mais même au niveau du coaching staff, Caleb Williams n'avait jamais de réunion avec le coordinateur à l'attaque des Bears l'année dernière. Pour montrer comment ce coaching staff-là était mauvais, il ne savait pas comment gérer un jeune carrière, comment développer un jeune carrière. Qu'est-ce que tu as pensé lorsque tu as lu cet article-là? Parce que moi, j'en revenais pas. Au niveau de la NFL, ton carrière partant, le coordonnateur ne trouve même pas du temps pour avoir des meetings, des rencontres avec son carrière partant. C'est invraisemblable, ça. Mais écoute, c'est The Bears. C'est vraiment ça, là. C'est The Bears way. Il n'y a plus rien qui me surprend avec les Bears. Pour de vrai, là. Les Bears, c'est l'équipe la plus dysfonctionnelle avec le plus grand potentiel de la Ligue, souvent année après année. Les gens vont dire, non, mais les Cowboys, ils font les playoffs, ils perdent, mais ils font les playoffs ou ils passent proches. Les Bears, là, on a un patinet qui regarde les estrades pendant qu'il y a un Hail Mary. Là. C'est ça, les Bears. On trouve une façon de perdre à chaque fois. À chaque fois. On trouve une nouvelle façon de perdre. Puis on s'entend, là, dans la division, les trois vont avoir de la misère. Ils ont perdu Ben Johnson. Moi je pense que Détroit, va voir, ça reste à voir. Très difficile. Parce que Détroit nous avait déjà montré des problèmes avant que Ben parte. Puis après ça, on a les Vikings. J.J. McCarthy, c'est un rookie quarterback. Mais les problèmes des Lions, c'est quoi? Comme tu dis, ils ont déjà montré des problèmes avant le départ de Ben Johnson. La grande majorité de leurs problèmes l'année dernière, c'est le nombre ridicule de blessés qu'on a eu en défense, en particulier. On n'était plus capable d'arrêter personne. On l'a vu lors du match éliminatoire contre les Commanders. Il y a beaucoup d'erreurs mentales. Moi, je pense pas que ton receveur numéro, on va dire 2 parce que Amari St. Brown est là, mais Williams, je pense pas que tu peux trust ce gars-là. Tu as besoin de ce gars-là. Il y a des crampes au cerveau. Jameson, il y a des crampes au cerveau de Jameson Williams. Là-dessus, je ne peux pas le défendre. Il est super talentueux. Il est hyper talentueux. Mais oui. Mais ça, en même temps, je me souviens là,
C'est Ben Johnson qui avait sélectionné un jeu truqué ou demandé à Jameson Williams de lancer le ballon contre les Ouais. Commanders lors du match éliminatoire. C'est la décision de Ben Johnson, hein, de Mais sélectionner ce jeu en pratique, truqué-là. ils Là. lui disent si le gars est couvert, tu ne lances pas le ballon. Il a lancé le ballon parce qu'il était cocky. Si le gars est couvert, Oui, tu ne non, lances pas le ça ballon, je tu le cours la sais. balle. Ça, je le sais, mais ça, Kevin, c'est tout le temps comme ça. Quand tu sélectionnes un jeu truqué, tu as beau le répéter aux joueurs pendant toute la semaine. Si Ouais. le receveur est couvert, débarrasse-toi du Ouais. ballon. Mais là, le receveur, il se dit c'est ma chance de montrer mon bras. Ou il était un ancien Ouais. carrière à l'école secondaire. Il se dit non, je vais montrer que j'ai un bon bras. Ouais. Je suis capable d'enfiler les grilles. C'est tout le temps ça. Les receveurs, durant la semaine, ils vont se débarrasser du ballon, les porteurs de ballon sur les jeux truqués. Mais quand ils arrivent dans le match, man, ils veulent compléter la passe. Donc, Ah c'est non, pour c'est ça. sûr. Sélectionne pas ce jeu-là. Surtout avec Jameson Williams, certaines de ses décisions, ça laisse à désirer. Là, t'sais. Ah non, moi, c'est juste que Détroit. Puis après ça, t'as les Green Bay Packers, qui pour moi, Green Bay sont chanceux de jouer dans une division où les Bears étaient poches, où Vikings n'avait pas un quarterback numéro 1, où il a bien joué au début de l'année, mais la vérité l'a rattrapé. Où Détroit joue bien, mais pour moi, les Packers, c'est pas un playoff team. Puis c'est toujours par trouver une façon de, mais c'est pas un playoff team. Les Bears ont un peu une opportunité. Moi, je crois qu'ils vont compétitionner avec Detroit. Puis, on peut peut-être penser à un wild card, mais ça passe par Ben qui doit trouver une façon de contrôler Caleb. Parce que demain matin, tu me demandes Caleb Williams ou Justin Fields. Dans l'équipe que Justin Fields a live, s'il y avait l'équipe des Bears maintenant, come on now. Come on. C'est avec Justin Fields. On va voir là. Justin Fields, j'ai bien hâte de voir ça. Je suis un peu intrigué, étant donné que les Jets, bon, ils ont amélioré leur ligne à l'attaque. Aussi, leur ligne à l'attaque était très moyenne l'année dernière, pour être poli. Mais j'ai bien hâte de voir ça, là. Justin Fields. C'est ta dernière chance. En tant qu'arrière partant, là, il n'y a plus d'excuses. On ne pourra plus le défendre Mais si ça ne fonctionne pas du côté des Jets avec moi, ça Fields. m'énerve. Le gars, il était undefeated là, quand ils l'ont enlevé là, pour mettre Ouais, Russell je sais. Wilson. Avec les Steelers. Ouais. Il était undefeated quand ils l'ont enlevé. Non, je sais. Ben, moi, qu'est-ce que j'ai pas compris, c'est surtout quand tu vois que Russell Wilson manquait d'essence là, à la fin de la saison régulière. Tu sais, il y a eu des bons moments. Là, je suis comme, OK, pourquoi on remet pas Justin Fields? Ou à la L'ego. limite, dans le pire des cas, pourquoi vous lui donnez pas des packages près de la zone des buts, dans le red zone? Ou, tu sais, parce que quand même, là, c'est tout un athlète, il court un 4-4 au 40 verges, il est explosif. Puis les Steelers ont jamais fait ça. Mais en tout cas, bref, ça, c'est L'ego. sujet pour une autre conversation. Donc, tu as l'air confiant envers les Bears. Cette édition 2025 des Bears. Oh, je suis pas L'over-under des confiant. Bears, les preneurs au livre. Comment? T'es pas confiant? Je suis confiant à ce que les Bears vont être dans des matchs, à chaque match, à cause de la défensive. On a probablement top OK. 3 des meilleurs corners de la ligue. On a un bon front. Tu sais, la défensive looks good. Par contre, ça reste que c'est Caleb qui va avoir le ballon la moitié du temps dans ses mains. Moi, je ne OK. trosse pas Caleb. Défensivement, j'aimerais ça les voir ajouter un autre chasseur de quart pour donner un coup de main justement à Sweat. Si on pouvait faire ça en cours de route, dépendamment comment la saison va se dérouler. Mais si on pouvait ajouter un autre chasseur de quart, je pense que ce serait une bonne chose. Je sais qu'on a mis ce contrat à Grady Jarrett à position de placard, Jarrett, capable de générer de la moi, je pression l'aime au centre. beaucoup. Mais il commence à être âgé, Jarrett. Il y a une raison pourquoi les Falcons ont laissé aller. Là, parce que s'il y a une équipe qui a besoin de presser les carrières adverses, c'est bel et bien Atlanta. Mais en tout cas, je dis ça comme ça. Si on pouvait ajouter un autre chasseur de quart pour épauler Sweat, ça serait pas une mauvaise chose, selon moi. Mais je suis d'accord avec toi, la défense devrait être bonne. Surtout que Dennis Allen est rendu coordinateur. Puis, tu vois, ça me rappelle ce que je disais tout à l'heure. Dennis Allen, en tant qu'entraîneur-chef, il est pourri. Il avait été pourri avec les Raiders. Ça a été très difficile avec les Saints. Mais comme coordinateur en défense, écoute, il est très bon. Fait que ça, je pense vraiment, je suis d'accord avec toi. Avec l'arrivée de Dennis Allen, la défense de Chicago devrait être bonne. Mais qu'est-ce que tu allais dire? Mais check la tertiaire. Là. Johnson, Brisker, Bayard. Stevenson, on peut rire de lui, mais still, c'est un excellent demi-défensif. Cette tertiaire-là va te donner du temps. Va donner du temps à un Old Jarrett, va donner du temps à un Sweat, va donner du temps à un Dexter. Puis après ça, j'ai hâte de voir comment on va gérer, amener de la pression ou non, parce que quand tu as une tertiaire aussi bonne, aussi talentueuse, aussi rapide,
ça te permet des fois d'être plus audacieux. Ce que Allen se permettait moins. Mais là, moi, je te dis, cette défensive-là va être top 5 de la ligue. Là, je vois pas comment on peut avoir de problème. Là, Jonathan Owens, c'est un backup. Il serait partant dans la moitié des équipes de la ligue. Ben, une chose, du côté de l'attaque, on a parlé en long et en large de l'attaque, mais une chose qu'on n'a pas parlé, c'est l'attaque au sol. Tu sais, tu me fais penser à ça en parlant de la défense. Si tu cours pas avec le ballon, t'aides pas nécessairement ta défense. Deuxièmement, tu joues à Chicago, puis ça, c'est une autre raison pour laquelle je refusais d'embarquer sur le bandwagon des Bears il y a un an. Parce que je me disais, cette équipe-là n'est pas construite pour jouer à Chicago. Le surnom de la ville de Chicago, c'est quoi, Kevin? C'est la ville des vents. Wendy. Tu le sais, tu es un partisan des Bears depuis longtemps. Quand le mois d'octobre arrive, tu n'as aucune idée ça va être quoi la température au Soldier Field. Il peut y avoir de la pluie, ça peut être extrêmement venteux qui fait en sorte que tu ne peux pas passer le ballon. Puis là, bon, plus tard, il y a la neige, le froid et tout ça. Puis c'est ça, moi j'ai hâte de voir. Est-ce que Ben Johnson va essayer de courir avec le ballon comme il le faisait à Détroit? Ou est-ce qu'il va s'emporter avec le talent de Caleb Williams, essayer de passer le ballon? Si c'est ça, ça ne va pas marcher. Parce qu'à Chicago, tu es obligé d'avoir un certain style de jeu en attaque en raison de la température. Ton équipe doit être construite d'une certaine façon. On a amélioré la ligne à attaque, mais les porteurs de ballon, pour moi, ça laisse encore à désirer. Puis par conséquent, si tu crois que le ballon, ta défense passe moins de temps sur le terrain, puis tu rends ta défense meilleure d'une certaine façon. Moi, là, il va falloir qu'on te mette dans notre fantasy football. Là, sans restriction, il y a 30 équipes. Fait que c'est le fantasy le plus wild qu'il n'y a pas on the market parce qu'il y a 30 équipes dans le jeu. Puis ton second string running back, c'est probablement quelqu'un qui est à la retraite. T'sais. Par contre, les Bears, pour moi, ont volé le draft avec 2 noms. Burden III, pour moi, skills pour skills, là c'est un hot take. Skills pour skills, Burden III est meilleur que Rome Odunze. Rome Odunze, pour moi, c'est un bon receveur, mais je ne le vois pas comme un numéro 1 dans la ligue. C'est un bon receveur, puis moi, mais Burden III, comment on a... Avec Ben Missouri. Johnson? Ouais. Puis, écoute, il y a bien des gens, des analystes du repêchage qui l'aimaient, là. C'est juste que l'année dernière, à Missouri, ils n'avaient pas de carrière. Leur carrière, j'oublie c'est quoi son nom, là. Écoute, il était horrible, vraiment horrible. Donc, si tu regardes sa saison, par contre, 2023, c'est là qu'il avait été plus productif. Oui. Il y a bien des gens qui l'aiment. Fait que ça, c'est possible. On va voir comment le développement de Burden et de Odunze va se faire. Mais c'est pas impossible, qu'est-ce que tu viens de dire. Mais encore une fois, il faut courir avec le ballon. Là on parle de receveur. Courir avec le ballon. Ça. Est-ce que l'attaque au sol va être au rendez-vous? Rashawn Johnson, je l'aime bien, mais pour moi, le second string, celui qui va être second string derrière de Deontay Swift, Kyle Monange de Raptors, c'est exactement un joueur des Bears. C'est un marteau. En fait, c'est exactement ce que Montgomery était quand il a commencé avec les Bears. Kyle Monange, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, that boy gonna be trouble. Puis je ne serais pas surpris que dès on veut utiliser le genre oh, attends, mon chien. Mon chien était parti quelque chose. Le genre de one-two punch avec Swift, avec Monange dès le début du camp d'entraînement, puis dès le début de la saison. Là. Je pense qu'il va avoir un bon roulement, parce que Rashawn Johnson est bon aussi. Oui, il y a un rôle à jouer, mais c'est pas... ça peut pas être la fondation de ton attaque au sol. C'est ça. Je te dis, Monange, ouh! Hey, j'ai la même certitude. Sur lui. J'ai la même certitude pour Monange que j'avais pour mon partenaire à Washington. Quarterback. C'est un porteur de ballon, tu veux dire? Ou... Jaden Daniels. Jaden Daniels, ok, de Jaden Daniels. J'ai la même certitude sur Monange que j'avais sur Jaden Daniels. Hey, Jaden Daniels a connu c'est pas la meilleure saison recrue là, de toute l'histoire de la NFL. Là. Fait que, attention, tu mets la barre haute. Je sais pas qui va connaître. Non. Dans le sens que moi, je savais que Jaden allait dominer. Mais je sais que Monange, quand il va toucher le ballon, après 2 semaines, les gens vont le pick-up dans le Fantasy Waivers. OK. Écoute, on va garder un œil là-dessus. Ça, c'est certain. Donc, maintenant, comme je disais tout à l'heure,
l'over-under des Bears a été établi à 8 victoires et demi. Alors, après tout ce que tu viens de nous dire, là, Kevin, pour toi, plus ou moins de 8 victoires et demi là, du côté des Bears cette année. Puis on voit à l'écran, là, depuis 2010, les Bears ont eu seulement, 3 saisons de 9 victoires ou plus. Ça serait 9 victoires. Attends, je vais juste taper Bears schedule parce que je ne m'en rappelle pas par cœur. C'est ça, on est dans la division poche. Là. On va prendre les Dolphins puis on va prendre les Patriots. Fait que, en partant, c'est 2 wins. Mettons, là, si on y va rapidement. Là, OK. OK, je l'ai ici. Mettons, on prend les Chiefs. Oh, tough. C'est pré-saison. Fait que la vraie saison commence le 8. Vikings, on gagne. Lions, on perd. Cowboys, on gagne. Raiders, on gagne. Commanders, on perd. Saints, on gagne. 4. Ravens, je vais dire on gagne. 5. Contre les Ravens, c'est où? C'est à Baltimore ou à Chicago? À Baltimore, though. En plus. Mais il faut des upsets. OK, je vais enlever Ravens. OK, je vais enlever Ravens. On reste à 5 avec Bengals. On va battre les Bengals. Parce qu'on va battre les Bengals 81 à 79. Là. Après ça, on bat les Giants. Les Bengals, la défense, ça va être une joke. Non, une joke. Là. Après ça, Vikings. La défense des Bengals. Ouais. La défense des Bengals. Vikings, on les bat, ça fait 7. Steelers, on les bat, ça fait 8. Eagles, on les bat, ça fait 9. Packers, on les bat, ça fait 10. Browns, on les bat, ça fait 11. Kevin. Packers, ils vont nous battre. T'es rendu à 11 victoires pour les Bears? 49ers, on les bat, ça fait 12. Puis Lions, on va les battre, ça fait 13. 13 victoires des Bears. Kev. Fait que là, t'es en train d'envoyer les Bears au Super Bowl, c'est ça que t'es en train de faire? Les Bears vont représenter la NFC au Super Bowl à San Francisco au mois de février. Là, t'as dit combien de victoires pour les Bears? 13? Tu t'es rendu à 13? Ben, j'ai fait le schedule. Je t'ai dit qu'on allait battre et qu'on n'allait pas battre. OK. Là, on enregistre ce podcast. Là. Fait que là, on va garder l'enregistrement puis on va le rejouer au mois de décembre, à la fin de la saison régulière, en décembre, janvier. Gardez-le. Moi, je veux m'assurer d'être assis, les bras croisés, quand je veux dire, on battait eux, on les a battus, on battait eux, on les a battus. I'm telling you. Puis, en plus, je t'ai donné les Ravens. On aurait pu finir 14. Écoute, tu vas avoir l'air soit d'un héros ou de l'autre option. OK? Ça va être un ou l'autre. 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 Donc, 13 victoires pour les Bears, rien de moins. Puis tout à l'heure, tu me disais que tu n'étais pas si confiant que ça. Tout à l'heure, tu parlais de tes doutes que tu avais à l'endroit de Caleb. Puis là... Je vais avoir du schedule. Le schedule est bon pour nous. Là. Ben écoute, Kevin, je vais te laisser y aller. Écoute, je te remercie d'être venu au podcast. Ça fait vraiment plaisir. On a pu parler de ta passion des Bears de Chicago. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner là, Chicago. Puis si Caleb Williams va pouvoir là, justement régler là, toutes ces mauvaises habitudes qu'il a, si Ben Johnson va pouvoir l'aider. Tu sais quoi? Si on parle des 2 premiers matchs, on tank pour Archie. Changement de carrière. Tu viens de passer en l'espace de 5 minutes de nous dire que les Bears ont gagné 13 matchs à potentiellement Archie Manning l'année prochaine. Non, j'ai dit si on parle des 2 premiers matchs, we got a tank. Fait que tu lances la serviette après 2 semaines. Après 2 semaines, tu vas dire OK, c'est fini. mais c'est parce que la profondeur du draft de cette année, là. Il y a des décisions qui vont devoir être prises. Semaine 4, là, il y a des décisions qui vont devoir être prises. Ouais, écoute, on va te réinviter. On va se dire ça après le premier mois de la saison régulière pour avoir un compte rendu après le premier quart de la saison. On a reçu, Didier, 2 questions des auditeurs. Donc, en premier, JF Rousseau via X nous demande, est-ce que les Bears seront finalement à prendre au sérieux avec leur nouvel entraîneur-chef? Didier, ça, c'est vraiment la grande question. J'ai hâte de t'entendre. Est-ce que les Bears vont être plus organisés? Est-ce que les Bears vont avoir l'air d'une équipe professionnelle sous Ben Johnson comparativement à sous Matt Eberflus? Parce que c'est ça, là, surtout du côté de l'attaque. Défensivement, ça allait quand même relativement bien du côté de Chicago. On a une bonne unité défensive, mais c'est du côté de l'attaque. Combien de fois Caleb Williams arrivait tardivement à la ligne d'engagement?
Puis là, il n'était pas en mesure de changer les jeux, d'apporter des ajustements. Puis là, on devait mettre le ballon en jeu pour ne pas subir une pénalité pour avoir retardé le match. Tu sais, donc, Ben Johnson, il a le sens du détail. Il l'avait lorsqu'il était à Détroit. Puis d'après ce qui a été rapporté depuis le début du camp des Bears de Chicago, c'est la même chose. Lorsque l'attaque, justement, on recevait une pénalité pour avoir retardé la rencontre, Ben Johnson, là, il niaisait pas avec ça. Là. Depuis le début du camp d'entraînement, il a renvoyé l'attaque sur les lignes de côté. Alors, mentalement, il met de la pression sur les joueurs des Bears, sur son carrière, Caleb Williams, et c'est ça que ça prend. OK? Il a le sens du détail, et puis c'est ça qu'il essaie d'installer du côté de son attaque. Si un receveur de passe ne court pas le bon tracé de passe, s'il coupe son tracé de passe d'une verge ou deux, ça ne fait pas l'affaire de Ben Johnson. Donc, il est très rigoureux dans ce qu'il demande, il est très exigeant, mais c'est ça que ça prend si tu veux avoir une bonne attaque. Si tu veux que cette attaque-là des Bears, qui est améliorée, OK, on a finalement amélioré la ligne à l'attaque, mais là, ça ne prend pas juste ça. On doit avoir le sens du détail, on doit être très minutieux du côté de l'attaque des Bears de Chicago, mentalement. C'est ça que Ben Johnson a essayé d'installer depuis le début du camp d'entraînement, puis qu'il va essayer de faire tout au long de la saison. Alors moi, j'ai hâte de voir ça du côté des Bears, mais oui, on va être amélioré en termes d'équipe, juste à cause de ça, j'ai l'impression, parce que sous Matt Eberflus l'année dernière, Marc-André, c'était rendu n'importe quoi. Là, souviens-toi de la défaite contre les Commanders, lorsque c'est Tyreek Stevenson, je me souviens bien, là, qui est en train de parler à un spectateur alors que le ballon était mis en jeu. Ça ne peut pas arriver. Là, c'est du football professionnel, même au niveau de l'école secondaire. Des choses comme ça ne peuvent pas se produire. Matt Gonzo via YouTube nous demande: est-ce possible que le deuxième quart le plus talentueux dans cette section soit Caleb Williams? Chicago pourrait participer aux éliminatoires, il se demande également. J'ai hâte de voir c'est qui le premier, le meilleur quart de cette division-là. Vraiment, on parlait de Jared Goff en haut de la liste, mais est-ce que Caleb Williams est le deuxième quart le plus talentueux? En fait, c'est quoi ton classe les quarts arrière de cette division-là? Je serais intéressé à voir ton classement. En tête de liste, écoute, j'irai avec Jared Goff. OK, Jared Goff, ses performances sur des dernières saisons ont été solides, malgré qu'il y a des gens qui ne veulent pas lui donner crédit. Ils disent que c'est à cause de Ben Johnson, mais écoute, il est en mesure d'exécuter l'attaque des Lions de Détroit à un très haut niveau. Alors, oui, pour moi, c'est Jared Goff en tête de liste. En deuxième position, j'irai avec Jordan Love. Troisième, Caleb Williams, qui a plus d'expérience simplement que J.J. McCarthy. J.J. McCarthy, on va en parler un peu plus tard. Mais bon, c'est un point d'interrogation pour l'instant. Oui, il a du talent, c'est un ancien choix de première ronde, mais l'année dernière, il n'a pas joué en raison d'une blessure à un genou. Alors, oui, donc Goff, Love, Williams et McCarthy. Williams a un très grand potentiel, mais du talent, du potentiel, tout le monde en a à l'arrivée dans la NFL. Est-ce qu'il va être en mesure de se débarrasser de ses mauvais plis, de ses mauvaises habitudes? Encore une fois, lors des matchs préparatoires, je le voyais, qui grimpait dans la pochette inutilement. Et puis, il n'est pas très grand. Ce n'est pas un carrière qui mesure 6 pieds 5 pouces, Caleb Williams. Il ne faut pas oublier ça. Donc, il y a beaucoup de lacunes de son côté, conserver le ballon trop longtemps. Combien de fois qu'il a fait ça l'année dernière? Ou lorsqu'il tentait justement d'acheter du temps. Mais là, c'est comme s'il ne réalisait pas qu'il n'était plus à USC, que les joueurs de ligne défensive du côté de la NFL sont beaucoup plus rapides. Lui, il n'est pas nécessairement un marchand de vitesse, un bon athlète, mais ce n'est pas Lamar Jackson. Alors, il y a tout ça là, qu'on va devoir améliorer du côté du carrière de deuxième année des Bears de Chicago. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, il est présentement, là, avant le début de la saison régulière, je le classe au troisième rang des carrières de la section nord de l'Association nationale. Maintenant, Marc-André, fais donc le même exercice. C'est quoi ton classement des 4 carrières partant de la division? Jared Goff, c'est sûr. En premier, moi aussi. J.J. McCarthy, c'est juste parce que c'est l'inconnu. Je vais le mettre à la fin. Mhm. Je pense que Jordan Love est un meilleur corps au moment où on se parle. Je mettrais Jordan Love en 2 et Caleb Williams en 3. Donc, j'inverserais. Non, en fait, on aurait la même liste finalement. J'ai mis Ouais, le Jordan même Love en classement, 2. ouais. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Caleb Williams, le potentiel est là. Vous allez le voir dans mon segment fantasy, je vais vous en reparler, mais on lui a ajouté des outils, on a amélioré la ligne à l'attaque. J'ai hâte de voir ça. Maintenant, est-ce que Chicago pourrait participer aux éliminatoires pour compléter la question de Matt Gonzo?
Ça va revenir peut-être au over-under, là, qui était au plus et moins, au total de la victoire qui était à 8,5 des Bears. Pour moi, je trouve que 8,5, on a gagné 5 matchs la saison dernière. Je trouve que 8,5, c'est beaucoup. Je pense que de gagner 2 matchs de plus, on Mmh. a une division quand même corsée. Moi, je vais prendre moins pour les Bears là, à 8,5. Donc, c'est ça. Est-ce qu'ils vont participer aux éliminatoires? Ben, si je vous dis qu'ils ne gagneront pas 9 victoires, je pense qu'on est à un an là, vraiment de participer aux éliminatoires. En tout cas, c'est vraiment intriguant en raison du talent de Caleb Williams, les ajouts au niveau de la ligne à l'attaque, l'arrivée de Ben Johnson. Et je me dis, puis j'en ai parlé avec Kevin, Marc-André, si là, ça fonctionne pas à Chicago, là, tu sais, Ben Johnson, c'était le meilleur candidat à titre d'entraîneur-chef. C'est un génie en attaque. C'est la belle Bon, du on ne sait bal. pas quand. Oui, C'est la exactement, belle c'est du la belle bal du bal. Tout le monde se qu'on a l'arrachait. réussi Même Tom à se Brady et les l'arracher. Raiders ont essayé de le séduire. Oui. Ouais, exact, exact, exact. Oui, non, c'est ça. Donc, bon, on ne sait pas comment il va être en tant qu'entraîneur-chef, là. Être un bon coordonnateur, ça ne veut pas dire que tu vas être un bon entraîneur-chef. Mais tout ça pour dire, si tu es un partisan des Bears, puis là, ça ne fonctionne pas, là, ça ne va jamais marcher à Chicago. On n'aura jamais une bonne attaque. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Mais en termes de fantasy football, Marc-André, en commençant bien sûr par Caleb Williams, euh, comment tu vois ça là, pour les Bears de Chicago? Est-ce que les Bears, leur attaque, ça va faire en sorte que, ben, c'est ça, leurs joueurs clés du côté de l'unité offensive vont être des joueurs qu'on va devoir avoir au sein de notre formation partante à toutes les semaines? Caleb Williams est le quart numéro 15 en ce moment au niveau fantasy. C'est une belle valeur, je trouve, pour une ligue à 12 équipes. Vous voulez peut-être mettre un quart sur votre banc, un deuxième quart arrière. Je pense que, en fait, on le sait, c'est un premier choix au total, là. Il a tout le potentiel du monde. Maintenant, est-ce qu'il peut livrer la marchandise ou répondre aux attentes à sa deuxième saison? Ça reste à voir. On a amélioré la ligne à l'attaque, ça, c'est important. 68 sacs du corps subi la saison dernière. C'est épouvantable. Donc, pour 68. moi, mais oui, c'est énorme, hein. Mais moi, ça me dit qu'on a vraiment pris soin de notre joyau, là, de notre diamant brut, en Caleb Williams avec Ben Johnson. On ne veut pas on lui a donné des outils également pour réussir au repêchage. On a repêché Colson Loveland, l'allié rapproché, de qui on dit beaucoup de bien. Également Luther Burden, là, qui est quand même dans les cercles fantasy, il y a quand même un certain hype, là, un certain engouement pour Ouais, ouais, le ouais. Il a connu receveur un bon recru. camp, hein? Bon camp, finalement. Il était blessé au début du camp, mais depuis qu'il est sur le terrain, on dit beaucoup de bien de lui. Donc, on a entouré Caleb Williams. C'est notre homme de confiance en ce moment. Je pense que comme quart numéro 15, est-ce qu'il va vraiment décoller cette année? C'est ça la grande question. Euh, c'est pour ça que le mettre sur votre banc, si vous vous le permettez également dans une ligue à 10-12 équipes, dans les ligues à 16, il va être repêché, en théorie. Mais si vous pouvez vous permettre de mettre Caleb Williams sur votre banc, je trouve que c'est une décision judicieuse. Hmm. Alors, maintenant, Rome Odunze, il avait été l'autre choix de première ronde des Bears de Chicago en 2024. Bon, comme le reste de l'attaque des Bears la saison dernière, il n'a pas nécessairement été très productif. Mais est-ce que tu crois là, que cette année, ben, on pourrait assister à l'ascension, là, à l'émergence de Rome Odunze, qui était le receveur numéro un des Huskies de l'Université de Washington à l'époque, lorsque Michael Penix lui lançait le ballon? Il était tellement bon à l'Université de Washington. Je peux pas croire que Ah ouais. 3 touchés, qu'une saison sa saison de recrue, ça a été, comme je l'ai dit, un peu mitigé, 3 touchés seulement. Il est le receveur numéro 38 en ce moment au niveau fantasy. C'est un choix de 6. Vous allez le voir apparaître en sixième ronde. Rome Odunze. J'ai décidé de vous parler de Rome Odunze parce que je pense que c'est un athlète, c'est un receveur plus polarisant que DJ Moore. DJ Moore, on sait ce qu'il va nous donner. Mais est-ce que Rome Odunze peut enfin éclore? C'est ça la grande question. Euh, on a vu durant les camps d'entraînement, en fait, j'ai vu des images là, au ralenti, les fameuses passes de Caleb Williams au ralenti. On dit que Roman Dunze est la cible de prédilection de Caleb Williams dans la zone début. Est-ce qu'il peut augmenter son total de toucher? Roman Dunze, ça reste à voir, mais pour moi, c'est un joueur que j'aime bien là, en sixième, septième ronde. Lorsqu'on arrive dans ces rondes-là, je trouve que son potentiel est encore énorme. L'année dernière, c'était juste les brides de ce qu'on peut, que Rome Odunze pourrait nous apporter au niveau fantasy. J'ai bien hâte de voir à l'an 2. Il est un candidat. Là, on parle de breakout, de joueurs qui pourraient éclore. Je pense que Rome Odunze est dans cette courte liste-là à la position de receveur.
Maintenant, les Bears, ils ont surpris quelques personnes, dont moi, en sélectionnant Colson Loveland en première ronde, pas que Loveland n'a pas le talent pour être repêché en première ronde, mais on s'attendait à ce que le premier lit rapproché repêché soit Tyler Warren, l'ancien de Penn State, mais finalement, du côté des Bears, on est allé avec Loveland. Il est un peu plus athlétique que Tyler Warren. C'est un peu un receveur de passe format géant, d'une certaine façon, un Loveland. Et puis, on l'a vu lors des matchs préparatoires, surtout lors du deuxième match préparatoire des Bears. Dès le début de la rencontre, Caleb Williams l'a ciblé. Donc, ça semble intéressant, là, potentiellement, la façon dont Ben Johnson semble vouloir utiliser Loveland. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, pour les rapprochés recrues? Ben justement, on a choisi Loveland au détriment de Warren. Moi, ça me dit qu'on voulait Loveland, que c'était le choix de Ben Mhm. Johnson, que le Ben Johnson, il voit peut-être son Sam Laporta là, à Détroit avec Mm. les Bears de Chicago. Ça, c'est intéressant. Tu l'as dit, choix top 10 également, c'est rare. Normalement, un ailier rapproché, lorsqu'on le repêche dans le top 10, il voit des ballons. On n'a qu'à penser à Brock Bowers là, la saison dernière. Il avait-tu été repêché top 10? Non, peut-être pas, mais je pense numéro 12. Mais bref, Bowers, dans le je top crois. 15, Ouais, ouais, peut-être extérieur du top 10. Ouais. ouais, top Je sais que 15, Carl Pitts a pardon. été repêché dans le top 10, Ouais, par exemple. tu vois que j'ai ignoré cet fait-là. J'ai parlé de Brock Bowers, puis j'ai pas parlé de Kyle Pitts. C'est ça. Hein? Euh, je veux juste du bon. Euh, ça Tu vas s'appelle pas des repêcher statistiques. Carl Pitts cette année, non? Tu vas pas te laisser tenter Non. une autre fois? Malgré tout ce qui se dit là, sur Kyle Pitts, comme quoi qu'on va lui donner le ballon à outrance, je tomberai pas Hey, apparemment, c'est dans le le meilleur piège ami de une Michael troisième fois. Penix. Ah ouais. Apparemment, ils jouent au golf ensemble. Tout le monde parle de ça, là. La On est de chimie bons entre les amis. deux. On est de bons amis, toi puis moi, puis tu me lancerais pas 12 000 ballons par match parce que je suis pas bon, tu sais. C'est un peu ça. Bref, ça pour dire, oui, l'allié rapproché numéro 12, il grimpe honnêtement Colson Loveland dans les rangs fantasy. C'est un choix de 9e ronde. Euh, la seule affaire, Didier, j'ai hâte de voir avec. C'est la présence de Cole Kmet là, qui me laisse un peu sur mon appétit. J'ai hâte de voir comment qu'on va utiliser les deux alliés rapprochés. Est-ce qu'on va utiliser Cole Kmet dans un rôle un peu plus pour bloquer, tandis que Loveland va être vraiment utilisé comme receveur de passe en situation de passe? J'ai hâte de voir parce que Cole Kmet aussi, il connaît un bon camp d'entraînement, il a capté des passes dans les matchs préparatoires. C'est vraiment ça qui fait que Colson Loveland est quand même abordable au niveau fantasy, c'est la présence de Cole Kmet. J'ai bien hâte de voir. Je pense qu'on va avoir des réponses assez rapidement là, à savoir comment l'attaque des Bears va se dessiner et si Colson Loveland peut être vraiment écoute, on peut même parler de league winner, là, d'un gars qui pourrait vous faire gagner des championnats fantasy. Ouais, il est très athlétique. Puis l'utilisation qu'on va en faire, j'ai l'impression que ça va être un peu comme un gros demi-inséré, là. Du moins, c'est ce que j'ai vu lors des matchs préparatoires. Puis on va sûrement utiliser également des formations avec deux ailiers rapprochés parce que Kemet est un bon joueur. Mais j'ai hâte de voir ça. En tout cas, je pense que tout le monde a hâte de voir cette nouvelle attaque des Bears de Chicago et puis notamment Colson Loveland. Bref, pour une rare fois, là, peut-être que l'attaque des Bears, peut-être, sera excitante. Mais bref, on verra bien. Les Vikings du Minnesota ont probablement été une des grandes surprises l'année dernière du côté de la NFL. On ne s'attendait pas à grand-chose du côté des Vikings avec Sam Darnold au poste de carrière. Mais Marc-André, Sam Darnold, il n'est plus là. Il a pris le chemin de Seattle via le marché des joueurs autonomes. Alors, on fait place à notre choix de première ronde en 2024, J.J. McCarthy. Mais il y a eu également d'autres départs, là. On a été actifs durant la saison morte du côté du Minnesota, puis on a concentré nos efforts afin d'améliorer notamment l'intérieur de la ligne à l'attaque qui avait vraiment flanché en fin de saison régulière. Là, on parle des déboires de Darnold, mais la ligne ne l'avait pas aidé. Également, on s'est amélioré au niveau de la ligne défensive. Exactement. Si on regarde l'attaque, Didier, faut pas mentionner que depuis 3 ans, là, les Vikings, en termes de verges au sol par portée, sont parmi le dernier tiers dans la NFL. Là, je dirais l'une des pires formations. Donc, on a vraiment remédié à la situation avec justement l'acquisition de Ryan Kelly, de Will Fright, qui sont vraiment. On a comment on dit, on est allé cambrioler là, les Colts d'Indianapolis Oui, c'est ça, on avec est allé deux de chercher leurs deux meilleurs. joueurs de ligne à l'attaque des Colts. Ouais. Et 2 en défense aussi, là. On a vraiment, on a vraiment, c'est ça, on a dévalisé, c'est ça que je cherchais comme mot, les Colts d'Indianapolis. Ah, Mais si on en revient, pour essayer d'améliorer la situation, mais si on en vient à JJ McCarthy, on a reçu
beaucoup de questions. Est-ce qu'il est une amélioration sur Sam Darnold? Et j'ai envie de te lancer avec les innombrables questions qu'on a eues sur J.J. McCarthy, Didier d'entrée de jeu. D'abord, Mathieu Labbé sur Facebook, il nous demande, selon vous, J.J. McCarthy est-il capable de répéter ses exploits NCAA en NFL? Il faut mentionner que J.J. McCarthy est un corps assez précis, en fait très précis. Son pourcentage de passes complétées de 72% en NCAA était le meilleur là, du circuit en 2023. Oui, ça fait 2 ans. Ouais, 2023, ouais. Ouais, 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 ben ouais. oui, écoute, les Wolverines de Michigan, dirigés à l'époque par Jim Harbaugh, avaient remporté le championnat national contre les Huskies de l'Université de Washington et Michael Penix, Rome Odunze et tous ces gars-là. Mais toutefois, J.J. McCarthy, euh, il jouait un rôle complémentaire au sein de cette attaque de Michigan. On misait énormément sur le jeu au sol du côté des Wolverines, notamment avec Blake Corum dans le champ arrière. Je me souviens d'un match, est-ce que c'était contre Penn State, où Jim Harbaugh avait sélectionné, je crois, 22 courses de suite, quelque chose du genre. Alors, ça, c'est une des raisons pour laquelle il y avait bien des gens qui avaient des réserves face à J.J. McCarthy lorsque les Vikings ont repêché en première ronde. Du côté de la NFL, lorsque tu repêches un carrière en première ronde, c'est afin qu'il soit le meneur de ton attaque, le meneur de l'équipe et qu'il soit capable de transporter l'attaque lors de certains moments, là, en le faisant, bien sûr, avec son bras. Alors, c'est ça qu'on se demandait, est-ce que J.J. McCarthy a l'étoffe pour le faire? Parce que dans les rangs universitaires, ben, on ne lui a pas demandé de faire ça. Ce n'était pas de sa faute lorsqu'il jouait à Michigan. Mais le talent est là. OK? Premièrement, son gabarit, sa mobilité, la force de son bras. C'est vrai qu'on ne lui demandait pas de décocher une trentaine ou une quarantaine de passes à toutes les semaines avec les Wolverines, mais on voyait qu'il avait un bras puissant. Donc, les outils sont là, dirigé par Kevin O'Connell. Il a passé un an. Bon, oui, il s'est remis de sa blessure à un genou l'année dernière, mais il assistait aux réunions. Il était là lors des entraînements sur le terrain. Il observait qu'est-ce qui se passait. Et à toutes les semaines, Marc-André, Kevin O'Connell avait des rencontres avec J.J. McCarthy, malgré le fait qu'il ne jouait pas. On regardait des vidéos ensemble parce qu'on savait qu'éventuellement, il allait devenir le carrière partant. Donc, mentalement, il a toujours continué à se préparer. On dit de lui que c'est un bourreau de travail, mais j'ai bien hâte de voir ça sur le terrain, parce que les Vikings sont une équipe qui est prête, c'est une formation qui est prête à aspirer au Super Bowl. Mais la question est celle de carrière. C'est aussi simple que ça là, du côté du Minnesota, en tout cas pour moi. Et les mouvements de personnel que les Vikings ont fait dans l'entre-saison, selon moi, ça en dit quand même long. On a confiance en J.J. McCarthy. On n'a pas amené un deuxième quart qui peut, disons, qui peut tenter de lui voler. On n'a pas amené un deuxième quart qui pourrait Mhm. être. On a amené des polices d'assurance. Je ne sais pas comment Compétitionner le dire. avec lui. Exactement. Lui offrir de la compétition au camp d'entraînement, c'est ça que je cherchais. Donc, vraiment, c'est l'équipe de J.J. McCarthy. Et pour terminer sur le sujet, Antoine Martin, via Instagram, nous demande, et ça, c'est la grande question, est-ce que J.J. McCarthy peut-il permettre aux Vikings de participer aux éliminatoires? T'en penses quoi? Hmm. Ben, moi, je crois que oui. Est-ce que ça va être avec 14 victoires comme l'année dernière? Fort probablement que non. Mais comme je le disais, l'équipe des Vikings du Minnesota, c'est une équipe qui est très talentueuse. Tu sais, on a parlé un peu là, lorsqu'on a regardé les départs et les nouveaux venus. On a mis l'accent vraiment sur l'intérieur de la ligne à l'attaque, là, qui avait connu des ratés la saison dernière. Tu as parlé des deux joueurs, des coachs qu'on a mis sous contrat. On a vraiment amélioré cette unité, j'ai l'impression, du côté des Vikings du Minnesota. Oui, Jordan Addison va rater des matchs en raison de sa suspension, mais quand tu regardes ça, là, euh, tu peux pas avoir, comment je dirais, un meilleur environnement pour un jeune carrière jumelé à Kevin O'Connell. Alors, afin de répondre à la question d'Antoine, oui, je crois que les Vikings peuvent participer aux éliminatoires avec J.J. McCarthy parce que c'est une équipe qui est pas mal complète là, quand tu regardes la formation, mais je ne parle pas juste en termes de talent, position par position, même au niveau du coaching. En attaque, tu as Kevin O'Connell. En défense, à Brian Flores, qui est un des meilleurs coordinateurs en défense de toute la NFL. Alors moi, je crois que les Vikings devraient être en mesure de participer aux éliminatoires, malgré le fait qu'ils vont miser sur McCarthy, qui sera carrière partant pour la première fois. Et pas juste ça, ça va être réellement sa première saison dans la NFL.
Il compte vraiment sur une excellente ligne à l'attaque si tout le monde est en santé. Le retour de Christian Darissa aussi là, va faire du bien aux Vikings du Oui, c'est vrai Minnesota. ça. Et Ouais. justement, on a fait des belles acquisitions. Là. Jordan Mason, on a transigé pour aller le chercher avec les 49ers. Je pense justement c'est qu'on essaie d'enlever de la pression sur le jeu aérien en tentant d'avoir un jeu au sol, peut-être un meilleur équilibre, où on veut tenter d'avoir du succès au sol. Puis je pense que c'est une des clés chez les Vikings pour la prochaine saison. J'adore l'acquisition personnellement de Jordan Mason. Ça va faire un beau duo avec Aaron Jones. Même que déjà, quand on a acquis Jordan Mason, on avait mentionné, Kevin O'Connell avait mentionné que Jordan Mason, justement, il aurait des opportunités spécialement dans la zone payante où Aaron Jones, ça n'a vraiment pas été sa tasse de thé la saison dernière. Donc, une bonne ligne à Mais l'attaque. c'est une bonne On veut observation de améliorer. ta part, ouais. Oui, vas-y. Ouais, non, non, ben, je disais tout simplement que c'est une bonne observation de ta part parce qu'effectivement, Aaron Jones, tu sais, il a un plus petit physique. Là, bon, il commence à avoir du kilométrage, hein, ça fait un bout de temps qu'il est dans la NFL. Aaron Jones, des fois, on l'aime être en mesure de le détacher de la formation, de l'envoyer à la position de demi-inséré. Tu sais, c'est un excellent receveur de passe. Donc, l'arrivée de Mason, ça va alléger la charge de travail d'Aaron Jones. Et Mason est plus robuste, c'est un style plus robuste que Jones. Donc, j'aime potentiellement ce duo-là dans le champ arrière, effectivement. Si on regarde maintenant la défense de Brian Flores, on est la défense la plus agressive en termes de chiffres, là, de statistiques de la NFL. L'année dernière, on a blitzé près de 39 du temps. C'était bon pour le premier rang dans la NFL. On a ajouté Javon Hargrave, Jonathan Allen, justement, au front défensif. Et je vais te lancer, je pense que la question d'Hubert Gagnon là, sur Instagram résume assez bien la défense des Vikings cette saison. Le système défensif de Minnesota plus la pression du front, est-ce que ça sera suffisant pour compenser peut-être leur demi de coin ou dans la tertiaire, on a quelques points d'interrogation. T'en penses quoi, toi, Didier? Oui, on a mis sous contrat Isaiah Rodgers, anciennement des Eagles de Philadelphie, à la position de demi de coin. Qui sera le demi de coin partant à son opposé? Ça reste à voir, mais on a amélioré la ligne défensive, comme je le disais tout à l'heure, du côté des Vikings du Minnesota. Donc, peut-être que Flores va moins blitzer. Tu sais, on a ajouté à position de plaqueur le vétéran Jonathan Allen, ancien des Commanders de Washington, Javon Hargrave, et les défensifs, bon, ça n'a pas bien été pour lui à San Francisco. Il avait essayé de relancer sa carrière. Mais j'ai l'impression qu'on a fait ces mouvements de personnel-là, justement, afin peut-être de moins miser sur les blitz de Brian Flores. Comme tu l'as dit, son pourcentage de blitz était très élevé l'année dernière. On n'avait pas le choix de le faire afin de générer de la pression sur les carrières adverses. Alors, ouais, tout ça pour répondre à la question de Hubert Hubert Gagnon, oui. Ça reste à voir. Est-ce que la pression de la ligne défensive sera suffisante pour, d'une certaine façon, annuler les points d'interrogation qu'on a au niveau de la position de demi de coin, là, en particulier. Parce que, bon, Harrison Smith est toujours là, position maraudeur, mais il commence à être vieillissant. Mais on a quand même de très bons joueurs au sein de cette défense-là, Marc-André. Il y a Josh Metallus, à qui on a donné Mhm. une prolongation de contrat, qui est l'homme à tout faire du côté de la défense des Vikings. On le déploie de plusieurs façons. Des fois, il est dans la boîte. On l'envoie contre des blitz en couverture. Il n'y a vraiment pas grand-chose qu'il n'est pas en mesure de faire. Il y a Van Ginkel, l'ancien des Dolphins de Miami. J'ai aucune idée pourquoi les Dolphins n'ont jamais gardé Van Ginkel. Ils l'ont laissé devenir joueur autonome, qui est tout un joueur de football. Puis il y a Ivan Pace. C'est un joueur qui passe sous le radar, mais dans le front de la défense des Vikings. C'est un joueur qui réussit de gros jeux. Donc, il y a beaucoup de morceaux que j'aime au sein de la défense des Vikings. Mais position de demi-coin à l'opposé d'Isaiah Rodgers, ça demeure un point d'interrogation. J'ai hâte de voir au début de la saison régulière comment justement la position de demi-coin du côté des Vikings sera en mesure de se comporter. Si on regarde maintenant le total de victoires des Vikings pour la saison 2025, les preneurs au livre ont des questions aussi. Ils se posent des questions sur J.J. McCarthy parce qu'il est seulement à 8,5. Pour moi, c'est l'aubaine du siècle, Didier, 8,5 pour les Vikings. Je vais répondre tout de suite. Je m'excuse, mais pour moi, c'est plus, 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 plus. Et toi? Ah oui,
Écoute, on voit sur le tableau, hein, les Vikings n'ont pas participé aux éliminatoires de manière consécutive depuis les saisons Ah! 2008-2009. Oh, 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 là, est-ce que ça va te faire changer ton choix au niveau de Non, l'over-under? Est-ce que ça crée le doute? Non? Ça ne crée pas le doute en non. toi? Ah, écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des questions un peu au niveau de la tertiaire. Les Vikings ont provoqué 33 revirements l'année dernière, Marc-André. Ça leur a valu le premier rang de la NFL à égalité avec les Steelers de Pittsburgh. Encore une fois, est-ce qu'on sera en mesure de provoquer autant de revirements? Mais le fait qu'on a amélioré la ligne à l'attaque, ça, j'aime ça vraiment du côté du Minnesota. Donovan Jackson, OK, le gars qu'on a repêché, c'est un ancien d'Ohio State. Ça, c'est un joueur qui est polyvalent. Parce que s'il arrive une blessure à Darissa, comme tu venais de le mentionner, lui qui a raté des matchs l'année dernière, il peut jouer à la position de bloqueur. Jackson, il l'a fait pour Ohio State l'année dernière lorsque Josh Simmons s'est blessé en début de saison. On l'a déplacé, on a mis Jackson à la position de bloqueur à gauche et il a fait du bon boulot. Alors, j'aime cette édition des Vikings du Minnesota. J.J. McCarthy demeure un point d'interrogation. Mais 8 victoires et demi. Ouais, je pense qu'on peut aller chercher au moins 9 victoires du côté des Vikings, malgré le fait que la section nord est très relevée. Mais j'ai confiance en Kevin O'Connell, j'ai confiance en Brian Flores. Pour moi, c'est un des meilleurs duos de la NFL, entraîneur-chef, coordinateur à l'attaque, sélectionneur de jeu et coordinateur défensif. Je ne vois pas cette équipe-là terminer avec une fiche perdante. Donc, au moins 9 victoires, pardon, pour les Vikings. Selon Alors moi, c'est maintenant, en l'une termes des de équipes. fantasy football, ouais, vas-y, excuse-moi. Ah, je m'en allais juste dire que c'est l'une des équipes les plus complètes, selon moi, aussi dans la NFL. La grande question, c'est J.J. McCarthy, c'est l'inconnu. Mais encore là, Kevin O'Connell, c'est un gourou des corps arrière. Il a fait des miracles avec des gars comme Josh Dobbs, Nick Mullins, Kirk Cousins, Sam Darnold. On l'a ressuscité, clairement, Mhm. Sam Darnold. Est-ce que Oui. J.J. McCarthy sera le prochain de la longue lignée de succès là, avec Kevin O'Connell? Et en fait, comme tu l'as mentionné, il a tous les atouts pour réussir. Ben justement, alors, tu viens de nous parler de J.J. McCarthy. En termes de fantasy football, c'est pas un cas arrière là, qui va être partant dès le début de la saison. Je pense pas qu'il y a personne qui va le repêcher puis se dire ah, je vais l'insérer au sein de ma formation partante. Mais tu ne serais pas enclin à l'idée de le repêcher comme carrière réserviste parce qu'il a un beau potentiel. Puis comme on vient de le dire, il est bien entouré également. Ouais, exact. En santé, il a des armes assez incroyables. On parle de Jordan Addison, qui avait quasiment 1000 verges la saison dernière, qui a inscrit 9 touchés. Et Justin Jefferson, on n'en a même pas parlé dans notre, dans notre aperçu de l'attaque, mais Justin Jefferson, le meilleur, l'un des meilleurs joueurs à sa position, l'un des meilleurs de la NFL. Ouais. Mais oui, Il carte ne s'est numéro pas 19 entraîné, en ce hein? moment. Non, c'est ça, c'est un peu nébuleux, je Excuse-moi, trouve Justin aussi. Jefferson, ouais. Ouais, 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 un peu ouais, nébuleux, ça mais serait bien qu'on le voit à un moment donné, hein? oui, mais je pense qu'on est, par mesure préventive, là, du côté des Vikings. Je suis pas Ouais, encore inquiet. Il reste encore quand même une bonne, quoi, semaine et demie. Mais oui, j'aimerais ouais, ça le ouais. voir sur le terrain avant, le premier match, des Vikings. Pour mon cœur de joueur fantasy, là, de pooler, j'aimerais ça qu'il soit sur le terrain pour une coupe d'entraînement, ça, c'est sûr. C'est ça, c'est une blessure aux ischio-jambiers hein, qu'on parle dans le cas de Justin Ouais. Jefferson. Mais les Vikings ont dit que c'était par mesure préventive. On veut s'assurer qu'il est prêt à entamer la saison régulière. Mais quand même, ça serait le fun de le voir. Là. Mais oui, bon, revenons à J.J. McCarthy. Donc, oui, c'est quoi son potentiel s'il en a un cette année en termes de fantasy? Quart numéro 19, le potentiel, c'est intimement lié aux performances de Kevin O'Connell avec les corps arrière au cours des dernières années. Jamais une attaque dirigée par Kevin O'Connell, ben, à titre d'entraîneur-chef, n'a terminé plus bas que sixième pour les verges par la passe et cinquième pour les passes de toucher dans la NFL. Donc, on a une attaque prolifique par la passe et les corps arrière sont payants sous Kevin O'Connell. Ça, c'est une certitude depuis plusieurs saisons. Oui, je trouve que de mettre J.J. McCarthy sur un banc, si vous avez la possibilité, c'est pas une vilaine option. Tu en as parlé, Addison, Jefferson, Jones dans le champ arrière. On a une belle équipe en attaque là, du côté des Vikings. Ben, justement, Aaron Jones, est-ce qu'il perd de la valeur en termes de fantasy football avec l'arrivée de Jordan Mason? Surtout que tu viens de mentionner il y a quelques minutes que Kevin O'Connell a dit qu'il pensait utiliser Mason près de la zone des buts. Porteur de ballon numéro 25 en ce moment n'est pas très cher à Aaron Jones. Il y a des drapeaux rouges à son égard, c'est sûr. L'année passée, plus de 1500 verges total.
et 306 opportunités, donc plus de 300 opportunités. Il arrive à 30 ans, Aaron Jones. Est-ce qu'il va diminuer? Est-ce qu'il va ralentir? C'est la grande question. Du côté des Vikings, ça me laisse présager qu'on pense peut-être alléger sa charge de travail justement avec l'acquisition de Jordan Mason. Je pense qu'en ce moment, c'est un choix de sixième ronde là, dans vos pools fantasy. Aaron Jones, je trouve que c'est une belle valeur pour un partant dans une bonne attaque. Par contre, c'est un joueur qui peut glisser. Là. Je le vois glisser en septième, huitième ronde. Là, il devient assez attrayant. Mais avant la sixième ronde, je pense que Aaron Jones, j'irai voir ailleurs. Là, et je laisserai Aaron Jones assurément là, c'est assez populaire. Les joueurs qui vieillissant, qui arrivent dans la trentaine et glissent dans vos repêchages, si vous pouvez attendre et repêcher, avoir une belle valeur, là, on parle de fin de sixième, début de septième ronde pour Aaron Jones, je pense que c'est la stratégie à aborder là, dans le cas de Aaron Jones. Maintenant, c'est quoi la stratégie en termes de repêchage pour Jordan Addison? Tu as parlé de ses statistiques tout à l'heure, à quel point il a été productif la saison dernière. Bon, c'était avec Sam Darnold. On va voir s'il va continuer d'être productif avec JJ McCarthy, mais il va être suspendu en plus. Alors, tu le repêches où, Jordan Addison, sachant qu'il va rater des matchs? Suspendu 3 matchs. C'est le receveur numéro 36 en ce moment. Je trouve pas que 3 matchs, c'est énorme pour Jordan Addison. On dirait que Hmm. la suspension fait qu'il glisse, qu'il glisse, il glisse. Il est au 36e rang en ce moment. C'est un choix donc de quatrième ronde au niveau fantasy. Je pense même que selon le fantasy, connaissez votre ligue aussi. Ça, c'est super important. Ça l'effraie beaucoup de gens, le fait qu'il soit suspendu 3 matchs. Il peut glisser jusqu'en cinquième, sixième ronde, puis là, il devient assez attrayant parce que il a obtenu le cinquième plus haut total de points pour mon PPR à partir de la semaine numéro 9, Jordan Addison. Donc, vraiment, Sam Darnold, avec ses 36 passes de toucher, il a supporté deux receveurs avec une production élite au niveau fantasy. Comme je le disais, receveur numéro 36, c'est un choix de quatrième ronde en ce moment. Quatrième ronde, cinquième ronde, même, j'embarque pour Addison. Avant ça, je suis un petit peu plus frileux. Mais oui, il peut représenter une belle valeur. Il faut juste être aux aguets le soir ou lors de vos repêchages fantasy. Bon, ben, parfait, on va surveiller ça. Jordan Addison, le duo qu'il forme avec Justin Jefferson. Ben, il ne nous reste plus qu'une équipe, Marc-André, du côté de la section nord de l'Association nationale. Il s'agit des Lions de Détroit, les Lions qui ont terminé en tête de la division. Ils ont connu toute une saison régulière. Malheureusement, ils n'ont L'association pas été en même. mesure de... Oui, qu'est-ce que j'ai dit? De la division, Oui, c'est très vrai, mais de l'association, on termine à beauté. Et même là, Guillaume, qui est le partisan des Lions, il a dit ouais. de la NFL. Donc, écoute, Tu on l'as termine entendu ça en dans ton beauté oreille avec les. aussi, hein? Ouais. On termine ça avec la crème de la crème, donc, en théorie. On a gardé le meilleur pour la fin. Les Exact. Lions de Détroit, du moins en saison régulière. Alors, Je du pensais côté jamais des dire Lions, ça, hein. ben, on a eu... Comment? Je pensais jamais dire ça dans la vie, que la crème de la crème, c'était les Lions de Détroit. Sérieusement, non. Parce que les Lions étaient comme les Browns à un certain moment donné. Ouais. Là. Écoute, là, il n'y avait plus d'espoir. Saison de 0-16, la première saison de Mhm. 0-16 de l'histoire de la Ligue, tout ça. Puis Dan Campbell faisait partie de cette équipe-là, hein, qui a terminé avec une Mhm. fiche d'aucune victoire et 16 défaites. Donc lui, tu sais, s'il y a quelqu'un qui comprend l'histoire de la concession des Lions de Détroit, ben, c'est Dan Campbell parce qu'il en a fait partie en tant que joueur, fait partie de cette saison malheureusement historique d'aucune victoire et 16 défaites des Lions. Mais tout ça, c'est dans le passé. Je suis sûr que Guillaume doit être fatigué de nous entendre parler de ça, de la mauvaise période des Lions qui a quand même duré 50 ans. Mais maintenant, on va jeter un coup d'œil aux départs notables et aux nouveaux venus notables du côté de la formation de Détroit durant la saison morte. Ouais, ouais, ben, le départ notable sur la ligne offensive, en fait, moi, je trouve que c'est vraiment 2 pertes importantes. On parle du joueur de centre Frank Ragnow et Zittler également, le garde. Je pense que c'est vraiment 2 départs importants sur la ligne. J'ai bien hâte de voir comment la ligne à l'attaque des Lions va se comporter cette année et au terme des arrivées, là, il y a pas grand ben, je veux dire, Isaac Tesla et lui aussi, là, c'est la flamme, là, il y a un hype, il y a un Ah oui. engouement pour des matchs préparatoires. Le bon vieux Tesla qui était d'ailleurs un fan des Lions. Je ne sais pas si tu as vu le vidéo, Didier, là, où il arrive au camp d'entraînement avec son chandail déjà Tesla de lorsqu'il était jeune. Et il vient de ce coin-là, Oui, Isaac ben Tesla. oui. Ben, ouais, ouais, j'ai trouvé ça fascinant. Comme c'était un fan, là, c'est comme nous, avec notre propre nom dans notre dos. Quand c'est marqué Chaloux avec mon chandail des Eagles, bref.
Non, j'ai trouvé Là, ça vraiment soudainement, tu te intéressant. retrouverais receveur de Jalen Hurts. Tu arrivais au Exact, camp avec ton chandail Chialou, non, ton chandail. exact, exact. Donc ouais, j'ai bien hâte de voir, mais vraiment, on a vraiment perdu 2 joueurs importants sur la ligne. Je pense que c'est ça qui est intéressant à voir. Est-ce que la ligne à l'attaque va être aussi dominante que l'année dernière? Oui, c'est un bon point que tu amènes, hein, parce que, bon, on parle des départs des coordonnateurs qui sont devenus des entraîneurs-chefs. Je parle bien sûr de Brian Johnson et de Aaron Glenn. Mais la N. ligne à l'attaque des Lions, c'est une des meilleures de la NFL. Du moins, ce l'était. Là, on va voir avec les départs, avec la retraite de Ragnar, notamment parce que lorsqu'on a recommencé la reconstruction des Lions de Détroit, là, souviens-toi, là, le régime actuel, leur premier repêchage, on avait sélectionné des joueurs de ligne à l'attaque et des joueurs de ligne défensive. Les gens disaient, ah, ça n'a pas été un repêchage excitant de la part des Lions. Mais on savait que ce qu'on faisait, on était en train de bâtir la fondation de l'équipe actuelle qui a terminé avec la meilleure fiche de la NFL en saison régulière. Mais là, il faut commencer à remplacer ces joueurs-là. Là, c'est ce qu'on a fait par l'entremise du repêchage. Notamment, on a repêché le plaqueur Tyler Williams afin là, de demeurer solide contre le jeu au sol du côté des Lions de Détroit. Mais j'ai hâte de voir ça, la ligne à l'attaque des Lions. Parce que pour moi, cette ligne à attaque-là, c'est le moteur de l'attaque des Lions. On parle beaucoup de Jared Goff, des receveurs de passe, Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, bien sûr de Jameer Gibbs. Mais tout part du fait que lors des dernières années, on a misé sur une, si ce n'est pas la meilleure ligne à l'attaque, avec celle des Eagles, je dirais, une des deux meilleures lignes à l'attaque de la NFL. Pas compliqué, 20 des 22 partants qui étaient là lors de la semaine numéro 1 l'année passée sont de retour. Les 2 manquants, c'est ces 2 joueurs-là sur Mm. la ligne offensive, pardon. Et on a une question d'Alex Laramie sur Instagram. Je ne sais pas si tu viens d'y répondre, mais si tu veux compléter, il nous demande: «Crois-tu que l'attaque des Lions sera moins dominante avec la perte de Ben Johnson?» Didier. Il y a des points, écoute, il y a un monde où ce que l'attaque pourrait être moins productive en début de saison, là, je pense. Ouais, ça vaut la peine de poser la question, là, cette question d'Alex Laramé, ça vaut la peine parce que Ben Johnson faisait preuve tellement d'imagination là, du côté de Mmh. son attaque. Puis lorsqu'on parlait des Bears de Chicago, tu sais, j'ai mentionné à quel point il était minutieux, à quel point il avait le sens du détail. Mais toutefois, c'est Dan Campbell qui avait embauché Ben Johnson, qui l'avait identifié comme étant potentiellement un excellent coordinateur à l'attaque. C'est Dan Campbell qui avait également embauché Aaron Glenn, qui est devenu un bon coordinateur en défense, maintenant entraîneur-chef des Jets de New York. Donc, je vais donner le bénéfice du doute à Dan Campbell que ces nouveaux coordonnateurs vont être en mesure de faire le travail. Il nous a prouvé qu'il était capable, une fois, de choisir des bons coordonnateurs. Alors, pourquoi pas une deuxième fois du côté de Dan Campbell? La question se pose aussi et l'histoire, récente, je veux pas que Guillaume coupe mon micro, mais tu sais, la dernière fois qu'on a vu ça, qu'une équipe a perdu ses 2 coordonnateurs après une saison, lors d'une saison, c'était les Eagles avec Shane Steichen et Jonathan Gannon. Et Hmm. on avait promu à l'interne également du côté des Eagles, comme les Lions ont fait avec John Morton, au poste de coordonnateur offensif. Ça n'avait pas fonctionné, hein. On avait finalement décidé d'embaucher l'année suivante Kellen Moore, puis ensuite, on a Ouais. décidé d'aller voir Vic Fangio pour dire: «Écoute, combien tu veux pour, venir, t'occuper de notre défense?» Donc l'histoire récente nous prouve que c'est peut-être parfois plus difficile qu'on puisse l'imaginer, une promotion à l'interne, mais justement, si Dan Campbell a vraiment le flair, s'il y a une des belles qualités de Dan Campbell, c'est qu'il a le flair pour trouver des coordonnateurs offensifs et défensifs, des coordonnateurs qui sont vraiment adéquats ou qui fit là, le système de jeu des Lions. D'ailleurs, Amon-Ra St. Brown, ça me fait penser, a dit récemment justement que l'attaque a pris du temps à se mettre en branle au camp d'entraînement. C'est pas la même chose, mais j'ai bien hâte de voir parce que oui, si on a vraiment cet élément de continuité-là du côté des Lions, on vise, on aspire à de grandes choses là, du côté des Lions et ça va passer par l'attaque qui risque d'être encore une fois assez prolifique. Oui, mais on a un vétéran à la position de carrière, donc ça devrait aider à stabiliser les choses. S'il y a une certaine transition à faire avec John Morton, le nouveau coordinateur offensif, mais le fait
sais, comme tu l'as dit, là, que c'est la grande majorité des partants qui sont de retour, au moins, il y a cet élément-là de continuité. Mais je crois vraiment que Ben Johnson était spécial comme coordinateur offensif. Alors, ça va être quelque chose à surveiller. Ça vaut la peine de surveiller ça, mais pour le moment, je vais donner le bénéfice du doute à Dan Campbell. Écoute, Marc-André, on a préparé un tableau parce que, tu sais, j'ai parlé bon, du fait que la reconstruction des Lions, ça a commencé avec leur repêchage, qu'on a bâti la fondation sur les deux lignes notamment. Mais il ne faut pas oublier la transaction Matthew Stafford. Tu sais, qu'on a échangé Matthew Mhm. Stafford aux Rams en retour de Jared Goff et tout ce qu'on a reçu en retour. Et puis, c'est pas juste de recevoir des choix repêchage. Ça, c'est une chose, mais c'est de sélectionner les bons joueurs avec les choix repêchage. Et regarde-moi ça, les joueurs qu'on a amenés à Détroit Wow! à la suite de cette transaction-là. Tu sais, Jameer Gibbs, Sam Laporta, Jameson Williams, Wow! Josh Pascal, bon, qui est maintenant, ça c'est via les Vikings du Minnesota, mais tout ça pour dire qu'on a Wow! frappé dans le mille, là. OK? Donc, c'est ça. Là. Tu sais, à chaque repêchage, il y a des partisans qui s'enflamment parce que leur équipe a plusieurs choix au repêchage. Mais il faut que tu sélectionnes les bons joueurs. Tu sais, une équipe comme les Browns qui a été incapable de le faire. Tu sais, je pense qu'il y a une année, ils avaient 3 choix de première ronde, puis Mhm. les 3, finalement, n'ont pas été des bons joueurs. Donc, il faut donner crédit aux Lions de Détroit, à la direction des Lions, pour avoir été en mesure, justement, de bien repêcher avec tous les choix au repêchage qu'on avait à la suite de la transaction de Matthew Stafford. Et si on regarde à l'inverse, c'est le prix que ça a coûté pour remporter le Super Bowl pour les Rams. Quand même, c'est assez impressionnant. Ouais. Assez Je pense qu'ils seraient prêts impressionnant. à compléter la transaction à nouveau, étant donné qu'ils ont gagné un Super Exactement. Bowl. Exactement. Exactement. J'aimerais peut-être que tu me parles du duo Sonic and Knuckles là, en terminant. Jahmyr Gibbs et David Montgomery en santé. L'année passée, à eux deux, plus de 3000 verges total, 32 touchés à eux deux. Didier, l'année passée. Est-ce que c'est le meilleur duo de porteur de ballon de la NFL selon toi? Ouais, oui, 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 absolument. Pour moi, il n'y a pas de doute. Puis en plus, ils ont des styles différents. Tu sais, bien sûr, bon, Jahmyr Gibbs, un des joueurs les plus rapides de la NFL, tout à fait électrisant. David Montgomery, il refuse d'aller au sol. Tu sais, combien de fois qu'il se défait de plaquer, 2, 3 plaqués lors de la même course. Alors, il est spectaculaire, mais avec un style différent de celui de Jahmyr Gibbs. Ben, j'ai hâte de voir, tu sais, justement, John Morton, tu sais, as parlé de promotion à l'interne. S'il va continuer d'utiliser aussi bien ce duo de porteurs de ballon-là en Montgomery et Gibbs, c'est également son utilisation de Jameson Williams. Ce Jameson Williams joue un rôle dans le jeu au sol des Lions. Par moment, on lui remettait des jet sweeps. Donc, j'ai hâte de voir ça. Là, s'il va y avoir une continuité dans la façon dont tous ces joueurs très talentueux ont été utilisés sous Ben Johnson. Exactement, on voit Jameson Williams à l'écran, Didier. Je pense que, enfin, on peut dire que Jameson Williams semble avoir atteint un niveau de maturité. On dit qu'il pourrait connaître il pourrait être impliqué davantage cette saison, dans l'attaque aérienne des Lions. C'est tout, à son honneur et Jared Goff a terminé deuxième pour les verges par la passe l'année dernière et si Jameson Williams prend vraiment son envol, cette saison, il pourrait clairement, il va terminer dans le top 5 pour les verges par la passe. Tu penses quoi vraiment de Jameson Williams? Que tu trouves toi aussi qui semble avoir, après un début de carrière, disons, où il y avait autant de frasques à l'extérieur qu'à l'intérieur des murs de l'équipe, on peut dire ça comme ça, si on prend les paris sportifs et tout. Est-ce que tu penses que Jameson Williams, justement, là, a atteint une maturité qui va permettre justement au Lion d'atteindre le prochain niveau? Je l'espère, parce qu'il est tellement talentueux, Jameson Williams. Tu sais, c'est un des joueurs les plus rapides de la NFL. C'est un frappeur de coups de circuit. À tout moment, il peut réussir un jeu de 60-70 verges qui change complètement l'allure de la rencontre. Je le souhaite. Tu sais, j'ai lu ça moi aussi, que d'après les gens qui couvrent les activités quotidiennes des Lions, il semble avoir gagné en maturité, mais on va voir. On va voir lors des matchs si ça sera le cas, s'il peut éviter les suspensions comme c'était le cas en début de carrière, mais je le souhaite vraiment parce qu'il est tout un talent. Jameson Williams. Je me souviens l'année dernière, lorsqu'on avait reçu Mathieu Betts au podcast, à l'époque, lorsqu'il participait au camp des Lions de Détroit, lorsque je lui avais demandé est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné, qui t'impressionne le plus,
Et tout de suite, le nom qu'il avait dit, c'était Jameson Williams. Il disait qu'il était incroyable. Alors, on espère pour lui que, tu sais, les petits problèmes qu'il a eus, ces choses du passé, puis qu'il va pouvoir remplir son plein potentiel parce que, justement, son potentiel, il est très, 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 très élevé. Si on parle de la défense maintenant, on avait été décimé par les blessures en 2024 du côté des Lions, Hmm. en défense. On se souvient même qu'il y avait des semaines, là, on se demandait qu'est-ce que Aaron Glenn allait faire? Mais si on parle de la défense, je pense qu'à tout seigneur, tout honneur, on n'a pas le choix de parler du retour de Aiden Hutchinson. L'année passée, il s'est fracturé une jambe lors de la 5e semaine d'activité. Il était à un rythme surréel de 22,5 sacs du corps la saison dernière avant de se blesser, Aiden Hutchinson. Ouais, il a raté 12 matchs et selon ce qui a été rapporté depuis le début du camp d'entraînement, ben, il est en pleine forme, là. OK? Tous les gens qui couvrent les activités quotidiennes des Lions disent qu'ils s'attendent à une grosse saison de la part de Aiden Hutchinson. Écoute, il est tout feu, tout flamme depuis le début du camp d'entraînement des Lions de Détroit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais comme tu l'as dit, la liste des blessés, elle était tellement longue. Puis tous les blessés qu'ils avaient, c'est continuellement en défense. Donc, à son opposé, bon, on avait mis ce contrat de Darius Smith pour donner un coup de main, justement, afin de presser les carrières adverses une fois que Hutchinson est tombé au combat. Smith n'est pas de retour. Marcus Davenport, qui joue à l'autre position d'ailier défensif, lui aussi, il a raté des matchs l'année dernière en raison de blessures. On va voir ce que ça va donner, parce que Davenport, il est constamment blessé depuis que les Saints ont fait de lui Mhm. un choix de première ronde il y a plusieurs années de ça. Mais tu sais, il y a également un secondaire de ligne. Derek Barnes, qui est un excellent joueur, il avait connu une grosse saison pour les Lions en 2023 plutôt. Il a raté une bonne partie de la saison 2024. Lui aussi, il va revenir au jeu. Puis ça, c'est intéressant, parce que lorsque tu regardes les secondaires de ligne des Lions, ils sont grands, ils sont longs, ils sont imposants. Tu sais, je parle de Barnes, Enzalone, Jack Campbell, également ancien choix de première ronde. Puis on a des bons morceaux en défense, mais encore une fois, est-ce que tout le monde peut rester en santé? Tu sais, il y a Brian Branch, l'ancien d'Alabama, demi-défensif, qui est vraiment tout un joueur de football. On a mis ce contrat DJ Reed. L'ancien des Jets de New York, qui est un très bon demi de coin. On a mis ce contrat via le marché des joueurs autonomes. Il y a toujours Mick Robertson. C'en a un autre, là, Mick Robertson, le nickel, le demi-coin intérieur. Il connaissait une belle saison, puis là, il s'est blessé, a subi une fracture à un bras, si je me souviens bien. Tout le monde est de retour. Juste pour ça, la défense des Lions devrait être meilleure qu'elle l'a été l'année dernière, il me semble. Kirby Joseph, 9 interceptions au premier rang de la NFL également, Oui. le maraudeur. Et j'ai l'impression que si Terrion Arnold peut enfin prendre son envol, choix de première ronde il y a 2 ans, Mm. je pense que les Lions pourraient avoir quelque chose de pas pire en défense. Ouais, je le pense, moi aussi. Là, et puis, je crois pas qu'on peut subir autant de blessures que l'année dernière là, du côté de la défense. OK? Donc, juste pour cette raison, l'unité défensive devrait être améliorée. Bon, c'est vrai qu'on a mis son nouveau coordonnateur, mais on ne pourra pas jouer de malchance encore une fois. Là, je ne peux pas croire à ça. On a une question de Samuel Lévesque via Facebook qui nous demande: Salut les gars, d'après vous, est-ce qu'une équipe agressive comme les Lions devrait changer de façon de jouer pour gagner en éliminatoire? En gros, que doivent faire les Lions pour aller plus loin? Ne pas se frotter à Jaden Daniels. Ouais, ça aiderait ça aussi, hein. Mais écoute, Non. souviens-toi de ce match-là. Il restait plus personne en défense du côté des Ouais. Lions. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Donc, je ne crois pas que l'élimination des Lions l'année dernière, on peut dire que c'est à cause des paris de Dan Campbell, du fait qu'il est très agressif dans ses décisions en quatrième essai. Puis là, c'est rendu la mode. Tu viens de parler de Jaden Daniels. L'année dernière, les Commanders, je pense, ils ont complété quoi? Ils ont été en mesure de convertir quelque chose de ridicule, comme 84-80 Mhm. de leur quatrième essai. En passant, je Mhm. ne pense pas qu'ils vont avoir autant de succès cette année. C'est tellement élevé. Mais c'est ça, tu sais, c'est rendu ça là, du côté de la NFL. Donc, non, je ne crois pas que c'est ça qui a coûté, qui a fait en sorte que les Lions ont été éliminés l'année dernière. Euh, Qu'est-ce qu'il doit faire pour aller plus loin, Samuel Lévesque? Être en santé d'abord et avant tout, on vient d'en Mhm. parler. Il y avait tellement de blessés l'année dernière. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Marc-André, mais pour moi, c'est la chose première du côté des Lions. Là. Si on peut éviter les blessures, comme ça a été le cas en 2024, ben, ça devrait nous aider une fois qu'on arrive en éliminatoire. Même chose. C'est une équipe qui aspire au Super Bowl, je pense. Je pense qu'on est prêt du côté des Lions à faire un bon bout de chemin, rester en santé et de voir. J'ai hâte de voir maintenant, on en a parlé, là, c'est la ligne à l'attaque. Les deux départs sur la ligne à l'attaque. On fonde beaucoup d'espoir là, en Christian Mahogany
choix de 6e ronde en 2024, qui a vraiment impressionné lorsqu'il a été utilisé la saison dernière. On fonde beaucoup d'espoir en, c'est ça, la relève sur la ligne à l'attaque. Et si on regarde maintenant, Didier, le total de victoires pour les Lions, le over-under, il est à 10 victoires et demie. C'est Hmm. toujours, c'est élevé, mais je pense que les Lions, là, personnellement, vont fracasser encore une fois ce total-là de victoires. Toi? Je vais choisir l'over, moi aussi. Plus de 10 victoires, 10 victoires et demi. Que 11 et 6. Les Lions sont tellement talentueux. Il me semble qu'ils devraient au moins gagner 11 matchs. Je vais me garder une petite gêne en raison des nouveaux coordonnateurs qu'on a, autant en attaque qu'en défense du côté des Lions. Peut-être qu'il va y avoir une certaine période d'adaptation. Mais je choisis, ouais, plus de 10 victoires et demi pour les Lions de Détroit. Même chose pour moi. C'est une équipe qui, si la tendance se maintient, là, comme je l'ai dit, va terminer, écoute, on n'a pas parlé de power ranking, là, va terminer dans les plus hauts sommets, mettons, de l'association nationale, disons ça comme ça. Maintenant, Fantasy Football, Marc-André, pour les Lions de Détroit. Le départ de Ben Johnson. Ben Johnson, ça faisait en sorte que tout le monde contribuait. Là. Tout le monde Ouais. avait des statistiques. Là, est-ce que ça va se poursuivre, tout ça en commençant par Jared Goff à la position de carrière? Quart numéro 7 en 2024, Jared Goff a vraiment été payant au niveau fantasy. En fait, lorsque je faisais mes recherches, plus payant que je l'aurais pensé, que je l'avais imaginé, Jared Goff, 37 passes de toucher. Ça, c'est intéressant, le petit point à apporter. 37 passes de toucher, tout en ayant complété le deuxième plus bas total de passes tentées à ses 7 dernières saisons. Donc, il a obtenu 37 passes. Il a été hautement efficace. C'est ça que j'essaie de vous dire. Est-ce qu'on va répéter ça cette saison? Avec le départ de Ben Johnson, comment que l'attaque va s'organiser? C'est vraiment ce genre de questions-là qu'on a. Mais tu sais, Jared Goff, présentement, quart numéro 13, c'est un quart là, dans les ligues à 12, c'est vraiment des quarts de préférence, rendus à entre 10 et 15. Ça dépend de vos préférences. Je pense que de dire que Jared Goff est rattaché ou il fait fonctionner une attaque prolifique, il a des armes à sa disposition. Je pense que ce n'est pas un vilain quart si vous attendez dans vos repêchages. Si vous avez passé, disons, le groupe de 5 que comporte des Allen, les Jackson, les Burrow, les Hurts et les Daniels. Je pense que Jared Goff, en fin de repêchage, si vous avez attendu, ça peut être une option intéressante pour vous. Et maintenant, Jameer Gibbs, on en a parlé tout à l'heure. Bon, on sait à quel point il est talentueux. L'année dernière, David Montgomery s'était blessé. Hein? Alors ça a donné plus d'opportunités à Jameer Gibbs. Alors, est-ce que tu t'attends à ce qu'il soit tout aussi productif cette saison qui s'en vient, surtout si Montgomery est en mesure de rester en santé pour les 17 matchs? Sans David Montgomery, on est passé, Didier, entre les semaines 16 et 18. C'était vos éliminatoires fantasy pour la plupart. Moyenne de 32 points fantasy. 32! C'est épouvantable. Wow! En Épouvantable. moyenne! En Hmm. moyenne, on ne souhaite pas de malheur à personne, David Montgomery, mais non, non. Mais avec David Montgomery, en fait, avec David Montgomery, je veux vous parler, il était le porteur quand même de ballon numéro 4 au niveau fantasy, avec David Montgomery dans la formation, 18,9 points fantasy par match. Donc, il est hyper payant. Il est blindé, là, Jahmyr Gibbs. C'est pour ça qu'il sort dans le top 5, voire le top 6 de vos repêchages fantasy. C'est qu'avec ou sans David Montgomery, vous avez une énorme production quasi assurée de la part de Jahmyr Gibbs. Il est électrique, il est talentueux, il est rapide. 20 touchés en 2024. Est-ce qu'il va inscrire 20 touchés en 2025? Ça, c'est toujours. Les touchés, c'est toujours une variable quand même qui peut, justement, qui peut varier. C'est une statistique qui varie année après année. Mais Jahmyr Gibbs, là, oui, il est en pleine ascension. Je pense il va connaître une grande saison fantasy, que ce soit sans ou avec David Montgomery dans la forme. Et maintenant, Amon-Ra St. Brown. On a parlé tout à l'heure de Jameson Williams, mais Amon-Ra St. Brown, c'est peut-être le receveur le plus constant, toutefois, des Lions de Détroit. Alors, qu'est-ce que tu envisages pour lui en vue de la prochaine saison? Receveur numéro 4 en format PPR en 2024, c'est vraiment son meilleur format à Monroe St. Brown, le PPR. Donc, on obtient un point pour des attrapés assurément. Par contre, seulement 4 matchs de 100 verges ou plus sur réception la saison dernière à Monroe St. Brown, mais c'est sa constance qui est vraiment intéressante. Il a inscrit quand même 12 touchés. Sa moyenne de 8 ballons par match en 2024 était inférieure, spécialement en fin de saison, parce que justement, Jameson Williams commençait à prendre du galon. Maintenant, comment que ça va se transposer cette année? J'ai hâte de voir. Ça demeure un choix, selon moi, un choix sûr
en première ronde. Vous allez le voir peut-être hors du top 10, mais assurément, il demeure un choix de première ronde. Il n'a juste pas eu l'année passée les matchs, les performances explosives qu'un Jamar Chase, qu'un CeeDee Lamb, qu'un Justin Jefferson a eu. Mais je pense qu'en termes de choix sûrs, Amon-Ra St. Brown, c'est un choix sûr, comme je l'ai dit, en première ronde. Puis il va vraiment être utile là, au niveau fantasy pour n'importe quelle formation qu'il repêche assez tôt, dans les repêchages. Ah, on a bien hâte de voir ça. Alors, ça conclut le volet Fantasy Football pour les Lions de Détroit et pour la section nord de l'Association nationale. Il nous reste juste à jeter un coup d'œil maintenant au classement de puissance, hein, à l'état des forces du côté de la division nord. Comme tu l'as dit, très relevé. Alors, voici mon état des forces. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu en penses, Marc-André. Alors, j'ai mis les Lions parce que je n'avais pas le courage de ne pas mettre les Lions en première position. Je ne sais pas qu'est-ce que Guillaume euh, pourrait me faire si je ne mettais pas son équipe favorite, mais non, je crois que les Lions, écoute, demeurent le standard, l'équipe à battre au sein de la division. J'ai mis les Packers en deuxième position, suivi des Bears et des Vikings. Finalement, ça reflète un peu le classement des carrières de la division que j'avais fait un peu plus tôt Ouais, au cours de l'épisode. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses de mon power ranking, de la division nord de la mais nationale? si les gens ont bien écouté, vous verrez que je pense que les Bears et les Vikings vont être inversés dans ce classement-là. Je mettrai les Vikings Hmm. devant les Bears. Je pense que les Bears vont avoir une progression. Je pense que Ben Johnson, il va être un excellent entraîneur-chef, mais je pense que de les voir en éliminatoire, puis de leur donner 9, 10, 11 victoires en 2025, je pense on va apprendre. On est à peut-être une année là, d'être des participants aux éliminatoires du côté des Bears. Ouais, pour moi, J.J. McCarthy représente un trop gros point d'interrogation. C'est essentiellement la raison pourquoi j'ai mis les Vikings au quatrième rang. Il faut dire que cette section-là, elle est très relevée. Alors, c'est pas que je pense que les Vikings sont une équipe pourrie. Ouais, en ces carrières, tu es là avec ta tasse, son vert des Wolverines de l'Université de Michigan. Mais c'est ça. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai mis les Vikings au dernier rang. Mais si les Vikings terminent deuxième, ou même en tête de la division, je ne serais vraiment pas surpris. Il que je classe les équipes. Alors, écoute, je suis allé avec l'équipe qui a un carrière qui est le moins expérimenté du groupe, mais j'ai vraiment hâte. En tout cas, j'ai hâte au début de la saison de la NFL afin de voir qu'est-ce que ça va donner tout ça. À suivre, à suivre. À suivre, ouais, oui, à suivre. Alors, c'est là-dessus qu'on va cesser. À suivre. On rappelle que la saison de la NFL va commencer jeudi soir, le 4 septembre. Hey, Marc-André, je te remercie de ta contribution. Ça y est, on a passé au travers. On a fait un survol des 8 divisions de la NFL. J'espère que nos survols de division vous ont plu. Alors, on sera de retour, bien sûr, la semaine prochaine. On va mettre la table pour la saison de la NFL. On va recevoir quelques invités afin de jaser des choses qui retiennent leur attention en vue de la prochaine saison de la NFL. Alors, je vous souhaite de passer une belle semaine et portez-vous bien.